Bonjour, merci de recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de presse, plus autour de la table. Nos invités consultants habituels, Ousseini Issa, journaliste professionnel, Ousseini Boudou. Bonjour. Merci d'être là. En face, il y a Maître Leroy Abdraman, avocat, et donc juriste de formation, avocat et acteur de la société civile également. À côté de lui, il y a Dr Amadou Bouti Diallo, philosophe, ancien chercheur à la retraite. Dr. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Un absent cependant, vous l'avez remarqué, il s'agit de Traoré Daouda, journaliste professionnel, directeur de publication du journal du matinal, qui n'est pas encore arrivé. Nous le prendrons dès qu'il fera son entrée, Inch'Allah. Mais nous n'allons pas l'attendre, vous le comprenez bien, déjà qu'on a pris beaucoup de retard. Je propose de suivre le menu de Presse Plus avec notre camarade. La rédaction aujourd'hui, c'est Mohamed Alpha. Dimanche 2 juillet 2023, c'est le premier rendez-vous de Presse Plus avec vous après la fête de Tabaski. Nous espérons que vous avez passé une très bonne fête. Cela dit, retour à la dure vie quotidienne avec ses préoccupations permanentes et Presse Plus pour cette semaine touche du doigt deux d'entre elles. La première, c'est la pauvreté sous le titre. Lutte contre la pauvreté. Bazoum ne convainc pas. La seconde préoccupation, c'est la gestion du secteur spécifique de l'eau et l'électricité. Ce sujet est intitulé Eau et électricité, Nigélec et Sine se sont-elles passé le mot. Voilà le menu. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Presse Plus. Lutte contre la pauvreté, le sujet assez large. Bazoum ne convient pas, c'est le premier soutien de Presse Plus aujourd'hui. Allons plus vite avec ce résumé de Mohamed Alpha qui le Lutte contre la pauvreté, Bazoum ne convainc pas. Alors qu'il participait à Paris au sommet sur un nouvel pacte financier mondial à l'initiative au président français Emmanuel Macron, le président de la République Bazoum Mohamed a pris la parole pour parler de la lutte contre la pauvreté. Ainsi, en évoquant des causes et des facteurs aggravants de la pauvreté, le président de la République a fait un lien causal étroit entre la démographie et la pauvreté. Autrement dit, nous sommes pauvres parce que nous sommes nombreux. Et tant que la population s'accroît, la pauvreté ne finira pas pour un peu caricaturer ses propos. Ce n'est pas la première fois que Bazoum Mohamed aborde ce sujet sous ce angle. Bazoum Mohamed peut-il convaincre avec une telle approche? Le président de la République tient-il le bon bout de la lutte contre la pauvreté? À suivre tout de suite le débat. Lutte contre la pauvreté, je disais que c'est tout un programme, c'est un sujet, c'est parce que la condition du président de lutte dans nos pays dit en voie de développement. Ousseini Issa, est-ce que déjà on peut dire que Bazoum, le président élu maintenant, est sur la bonne voie? Je ne sais pas si tu entends par bonne voie. Moi, je prends le système tout entier. Ce n'est pas Bazoum, je ne résume pas ça à Bazoum, je prends le système en entier. Les politiques de lutte contre la pauvreté sont en train d'être mises en œuvre, ou qu'on pense, ou qu'on dit en train d'être mises en œuvre. Moi, je ne vois pas encore ces politiques-là peuvent permettre de sortir les Nigériens de la pauvreté. C'est des politiques qui peuvent enfoncer les Nigériens dans la pauvreté chaque jour un peu plus. Parce que c'est des politiques éditées par l'extérieur, par des institutions comme la Banque mondiale, le FMI, le Paris. C'est des impositions de l'extérieur, des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Et les politiques publiques qui sont souvent, qui vont à l'encontre des aspirations des citoyens, n'est-ce pas? Et je peux prendre quelques exemples. Si vous voulez. On voit bien la flambée de la vie aujourd'hui, n'est-ce pas? Depuis ces dernières années. Et à chaque fois, on trouve des arguments pour dire voilà pourquoi le coût de la vie flambe.
Il y a eu Covid, il y a eu, comment on va dire, d'autres facteurs qui sont entrés en ligne de compte. On a pris la guerre en Ukraine, des choses qui se passent loin de chez nous, pour imposer des mesures antisociales, des mesures fiscales, des nouvelles mesures antisociales, des nouvelles mesures fiscales antisociales, n'est-ce pas? On a vu par exemple, comment on va dire, juste après le Covid, qui a provoqué un ralentissement sur le plan mondial de l'économie. Après le Covid, on a vu un beau matin, ils s'élèvent, ils augmentent le prix du gasoil, qui a impacté fortement sur un peu les produits de première nécessité. Ça, c'est une situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et paradoxalement, de l'autre côté, les fonctionnaires de l'État, les salaires n'ont pas pratiquement évolué, n'est-ce pas? Alors que la vie, comment dire, la vie, la cherté de la vie va crescendo, de l'autre côté, le revenu des populations est en train de s'amenuiser. Surtout en campagne, bon, on n'en parle même pas à cause des aléas climatiques, les mauvaises saisons, les pluies et tout, on n'en parle même pas. Voilà un peu la situation pour un peu camper de l'école. Et quand on veut faire le parallèle avec la démocratie, moi je me dis que c'est un peu fini. C'est un peu fini. Tout est lié au la mauvaise redistribution des richesses. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Dans tous les secteurs où l'État devait aujourd'hui, où l'État doit faire des investissements colossaux, notamment la santé, pour soutenir les populations pauvres, l'éducation pour soutenir les enfants des pauvres, n'est-ce pas? Tous ces secteurs-là, pratiquement, sont en train d'être progressivement abandonnés. Il faut de l'argent pour se soigner dans ce pays, y compris dans le secteur public. Il faut de l'argent pour que ton enfant puisse aller à l'école. Tout ça, c'est des facteurs qui contribuent à rendre les gens davantage pauvres parce que les revenus dont ils disposent, ces revenus, il leur suffit à peine pour manger. N'est-ce pas? Dans un contexte de cherté de la vie où le gouvernement ne peut pas mettre en place des mécanismes pour au moins limiter, comment dire, l'inflation, pour contenir l'inflation. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est trop facile de dire que c'est parce que les gens sont en train de faire beaucoup d'emplois. On reviendra en particulier sur cet aspect. Alors, docteur, pour comme le Seigneur a dit, la théorie de corps, pour aller dans le même sens que lui, on va revenir à cette expression qui est devenue vraiment générique, la pauvreté. Et on a trouvé beaucoup d'expressions peut-être plus souples pour exprimer pays pauvre, pays à très faible revenu, pays en voie de développement. La pauvreté, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que oui, c'est-à-dire que le discours que Bazoum tient, en réalité, c'est un discours d'école. Hein. C'est l'école, le même discours que tient Macron. Si vous vous rappelez, lors de son passage l'un de ses passages en Afrique, il dit que quelle que soit l'aide publique au développement, il se trouve qu'en Afrique, on fait trop d'enfants. Et donc, c'est ce qui fait que, fondamentalement, tout ce qui est programmé est dépassé souvent au cours de l'année ou dans les 2 années. En fait, c'est une école qui considère que, du point de vue démographique, quand on fait trop d'enfants, ça rime avec la pauvreté. On va y venir. Oui. Ce que je veux faire ressortir dans un premier temps, c'est la pauvreté chez nous. Quand nous parlons de pauvreté, c'est quoi? Oui, c'est-à-dire qu'ils ont des critères au niveau de la Banque mondiale. On considère que ici on est pauvre parce que la majorité, plus de 80% des Nigériens dépensent moins de $2 par jour. Donc voilà les critères à partir desquels, par exemple, la Banque mondiale définit la pauvreté. Il y a l'accès aux services de base, mais en même temps, ce que la Banque mondiale ne dit pas, c'est qu'on tente d'appliquer une politique, ce qu'ils appellent la nouvelle politique publique, que les Américains ont tenté au niveau de leur administration, mais qui a échoué. C'est-à-dire qu'on voit tout sous l'angle de la rentabilité. Or, dans le système de santé, il n'y a pas de rentabilité puisqu'il s'agit d'un service public. Au niveau de l'école, il n'y a pas de rentabilité. La preuve, c'est que, vous avez vu, les fondateurs ont augmenté n'importe comment les frais d'inscription, mais hier ou avant-hier, le ministre de l'Éducation a dit désormais il faut surseoir aux augmentations jusqu'à ce que le comité qui a été mis en place là, en tout cas, délibère et livre ses travaux. Donc en réalité, il y a un certain nombre de critères, en tout cas, selon les institutions internationales qui définissent ou qui déterminent la pauvreté, soit de l'individu ou d'un pays. Je pense que c'est dans ce cadre-là que
Macron et les Bazoum sont en train de penser que... Donc quand on dit pauvreté, est-ce que c'est un pays pauvre? Est-ce que c'est un pays qui n'a aucune ressource, aucune richesse, etc. Ou bien c'est un pays qui ne produit pas de richesse? Non, c'est-à-dire que... Malgré ses ressources, malgré ses richesses, un pays qui n'est pas capable de produire. Non, c'est-à-dire que quand vous prenez un pays comme le Niger, moi je suis étonné que le Niger soit parmi les pays pauvres très endettés. Parce que voilà un pays qui a de l'uranium qui est exploité depuis 42 ans, voilà un pays qui est rentré dans le club des pays producteurs exportateurs de pétrole, voilà un pays qui a de l'or, voilà un pays qui a un certain nombre de richesses, et on le convoque à Paris parmi les PPTE. Et je suis quand même surpris, hein, moi je vous le dis. Et rappelez-vous, tant que ces gens-là étaient dans l'opposition, ils disaient que le Niger n'est pas un pays pauvre, oui, mais c'est qu'il est mal géré. Oui. Mais maintenant, ils sont au pouvoir. Mais là, on peut expliquer, on peut caricaturer. Le Niger n'est pas un pays pauvre, mais un pays mal géré. C'est-à-dire le Niger n'est pas un pays dénué de richesses, oui. Et de ressources. Mais maintenant, mais qui sont mal exploités et peut-être même à la fin mal redistribués. Mal redistribués parce que c'est une minorité apparemment qui s'accapare des revenus, en tout cas du sol et du sous-sol. Donc, en résumé, c'est dans cette perspective-là que Bazoum, quand il parle de la pauvreté, il fait le lien entre la pauvreté et la démographie. Il considère que, quelque part, en tout cas, la démographie joue. Mais ce qu'il y a, c'est que la réalité le contredit. Quand vous prenez l'Inde, je suis désolé, l'Inde bientôt va dépasser la Chine en population. Mais l'Inde est en train de se battre concrètement contre la pauvreté. La Chine, il y a 40 ans, était aussi pauvre que nous. Vous rappelez-vous, les médecins qui venaient ici, nous on était gosses, on les amenait à l'hôpital, on pensait même que c'était des musulmans, puisqu'ils donnaient des capsules, des machins, voilà. Et en 78, la Chine opte pour une nouvelle politique. 40 ans après, voilà là où se trouve la Chine. La Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique du monde. Donc, quand il fait le lien entre la pauvreté et la démographie, je suis désolé, moi je pense que la réalité est en train de lui donner tort. Maître, oui. La même question, dans le même sens. La pauvreté, selon vous, c'est quoi? En un mot, la pauvreté, c'est l'incapacité d'une personne ou d'une nation à se prendre en charge, du moins pour la substance, si on prend une définition littéraire. Mais maintenant, on parle de la pauvreté dans un contexte contemporain, comme tu viens d'annoncer, on tient compte des critères. Mais ici, quand on dit pauvreté, c'est lorsque une personne ou une nation est dans l'incapacité de se prendre en charge, elle n'a pas de ressources, elle n'a pas les moyens de se prendre en charge, donc elle est en termes, on parle en termes de pauvreté. Mais personne ou bien d'une nation à produire et à être présent sur le marché économique. Si on n'a pas de présence économique, donc on est nulle part dans les indicateurs pour qu'on puisse être pris. Et raison pour laquelle le Niger est oublié. On n'a pas de statistiques. Et personnellement, entre autres indicateurs pris par les institutions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour définir les pays pauvres très endettés. Chez nous au Niger, quelque part, il est biaisé. Pourquoi j'ai dit qu'il est biaisé? Parce que la majorité de la population productive, qu'elle soit les agriculteurs ou les éleveurs, ne sont pas ne sont pas pris en compte véritablement parce qu'ils ne sont pas évalués. Par exemple, aujourd'hui, un paysan qui produit de la tomate ou bien des oignons, qui fait un chiffre d'affaires des milliards au Niger, mais on ne trouve nulle part la valeur de son terrain, la valeur d'abord du capital principal là où il produit. Les terrains n'ont même pas de papier. On ne sait même pas là où il se trouve, ce n'est pas évalué. Ce qu'il fait là, il n'a pas de compte, il n'a pas de comptabilité, il n'a rien. Et raison pour laquelle des fois, et ça me taraude beaucoup dans le cadre des accidents de circulation quand on veut, vous savez, indemniser au titre de l'indemnisation pour des accidents de circulation, on tient compte de la valeur productive de l'individu, c'est sur ça qu'on fait l'indexation.
Mais la plupart de nos paysans qui meurent, on ne sait pas leur chiffre d'affaires. Or, c'est des gens qui ont des millions derrière eux. Donc, c'est pour cela que j'ai dit les calculs sont biaisés quelque part. Et aussi, parlant de l'agriculture et de l'élevage également, la viande et les dérivés qui sont produits au Niger et qui sont exportés, que ce soit en état naturel ou bien en peut-être produit fini, mais ça aussi c'est beaucoup, mais ce n'est pas rentabilisé, ce n'est pas comptabilisé. Donc la pauvreté, en réalité, chez nous au Niger comme en Afrique en général, on ne peut même pas parler de pauvreté parce que n'eût été la colonisation, nous étions en plein emploi. Qu'est-ce que j'appelle plein emploi? Dès que tu évolues d'une société qui est dans un système de division sociale du travail, chaque caste a un métier bien déterminé et bien défini. Et de ce métier avait procédé une spécialisation du travail. Si on interdisait le mariage entre la fille d'un boucher et l'enfant d'un tisserand, c'est parce qu'on veut que le produit issu de ce mariage-là ne soit pas hybride, partagé entre deux métiers. Donc, on était dans un plein emploi, donc on n'avait pas de pauvreté. Chacun faisait ce qu'il faisait et c'est le champ qui produit, c'est la contrepartie de l'élevage en lait qui fait nourrir, comment on appelle ça, les éleveurs. Donc, il y a un système d'interaction entre ces différentes castes-là. Et on n'a pas du tout de problème de sous-emploi ou de manque d'emploi, c'était un plein emploi. Mais après ça, quand la politique d'organisation dans une république est arrivée, comme ce que nous sommes en train de vivre, il y avait eu beaucoup de laisser-aller parce que non seulement il y a de plus en plus de ségrégation et d'appartenance et beaucoup de capacités à cause de la politique sont écartés ou ne sont pas pris en compte. Il y avait un déséquilibre. En un mot, il y avait eu l'aspect partisan qui avait prévalu et qui n'a pas permis à l'État, lui, le paysan là qui est venu voter à Braman, lui, il n'a pas un diplôme pour que tu le nommes quelque part comme tu es en train de satisfaire les militants. Lui, tu ne peux pas l'amener à un séminaire pour qu'il gagne des périèmes. Donc, c'est quelque part de le soutenir dans ce qu'il fait. Rien que l'an dernier, après l'hivernage, je disais que la production était féconde et fertile. Comment l'État peut récupérer ça et puis lui-même aura besoin pour le vendre. Mais ça n'a pas été pris en compte. Aujourd'hui, nous sommes au début de l'hivernage. La mesure de nous, aujourd'hui, elle est à plus de 600 francs. C'est dangereux. Merci, maître. Alors, là, avant de continuer, puisque vous êtes là, Tradam Traoré Daouda, je vous annonçais déjà en début de cette émission. Merci. Bonjour et merci d'être là. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Tabaski. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez pris en cours, mais vous n'avez pas perdu beaucoup dans les débats. On parle de la pauvreté, la lutte contre la pauvreté. Moi, je ne me convainc pas. C'est le premier sous-titre de S+. On a essayé de recadrer, de définir un peu ce qu'est la pauvreté, vu d'ici, dans nos pays d'Afrique dits en voie de développement. Hussein y avait parlé avant. Alors, par rapport aux définitions que vous avez peut-être pris en cours Dr. Mouti, vous avez un peu entendu. Mais nous ici, quand on parle de pauvreté, on a surtout quelques éléments. On dit, bon, la vie est chère, chercher la vie, on dit que les richesses ne sont pas bien distribuées, c'est pourquoi il y a trop de pauvres et que la pauvreté prend de la place. L'alimentation est insuffisante parce qu'on ne produit pas assez, nos champs ne sont plus assez productifs, donc il y a une insuffisance d'alimentation, il n'y a pas d'emploi, donc les gens ne peuvent pas se prendre en charge. L'éducation n'est pas de qualité, la santé n'est pas de qualité, donc c'est parce qu'on est pauvre. C'est des idées reçues, ou bien c'est ça qui donne une certaine visibilité de cette situation, de cet état de fait. non, pour moi, la pauvreté, en tout cas, depuis un certain temps, la pauvreté c'est plutôt un état d'esprit. Conforté, personne n'est responsable, c'est en fait lui qui est là, et les gens l'ont accepté comme ça. Alors, j'ai mis, durant le développement de Noël tout à l'heure, quand il disait que
longtemps en arrière, l'Afrique, en tout cas nos pays, étaient assez développés, assez riches pour permettre à chacun d'avoir quoi faire. Aujourd'hui, tout le monde court dans la ville. Vous avez vos 10 doigts, vous êtes valide. C'est la pauvreté qui vous amène en ville et on reste, on boit du thé, on boit du café le matin, on fait la parade, parce que c'est la pauvreté. Et les pouvoirs publics eux-mêmes, ils sont confortés dans cette thèse qui fait que bon, ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Il faut demander à la Banque mondiale, au FMI ou à des partenaires pour pouvoir faire le minimum pour lequel ces pouvoirs sont là. Ils n'arrivent pas à le faire sans le concours extérieur. Or, on dit, Sankara avait dit qu'il ne veut pas de l'aide qui va l'enfoncer dans l'aide habituelle. Il faut une aide qui va lui permettre de passer. Or, ici, malheureusement, tout le monde s'accorde à dire non, que c'est comme ça, sur le Kaloussourou, on fait avec. Et malheureusement, ça, c'est à ça qui est en train de plomber tous les pays africains, particulièrement le Niger. Chacun est convaincu qu'il ne peut rien faire sans l'aide extérieure. Or, c'est archi faux. Regardez, par exemple, dans les pays de la sous-région, on a parlé de la sous-région qui est en train de s'installer. La récolte, on fait énormément de récoltes, mais on n'arrive pas à les épouler. Et l'État ne vient pas en substitution pour acheter ces choses. Les paysans, on dit que c'est les paysans qui sont pauvres, mais les paysans, c'est eux qui nourrissent les villes. Tout à fait. Comment voulez-vous un pauvre vous nourrir, un monsieur qui vous nourrit, vous dites qu'il est pauvre? C'est la brousse, c'est la campagne qui nourrit la ville. Mais malheureusement, la ville n'arrive pas à être en mesure d'améliorer le quotidien de ces gens de campagne pour que, au fur et à mesure, le développement aille un peu partout. Et ça, c'est pas la faute de qui que ce soit, c'est la faute des pouvoirs publics. Parce que c'est eux qui sont là pour se faire. Pour moi, honnêtement, la pauvreté, c'est d'abord dans nos têtes. Il faut qu'il y ait des pouvoirs qui puissent inculquer dans la tête des Nigériens qu'on n'est pas pauvre. On est peut-être victime d'une certaine campagne, mais on n'est pas pauvre. Quelqu'un qui a une terre, c'est pauvre. Quelqu'un qui a de l'eau, pauvre. Aujourd'hui, il est démontré que le Niger, ça fait partie de l'un des châteaux de l'Afrique. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, le Niger sera énormément sollicité pour son eau, le sol. On n'est pas pauvre. Il suffit juste de mettre des politiques qui nous donnent. Regardez Israël. C'est un pays bâti sur des rochers. C'est une conviction, c'est une volonté politique. Il faut savoir. Ouais. Voilà, toutes les sources. C'est déjà. La politique, c'est au lieu de fédérer les gens, quand vous divisez, ça c'est une lutte. C'est tel. Mais c'est pourquoi je dis, mais voilà, tu as bien dit accepter. Oui, mais j'ai dit accepter. Oui, on a accepté notre sort. Voilà, c'est ça. Mais quand vous dites qu'on n'est pas, pauvre, bon, il ne suffit pas de... Mais regardez même si c'est des sujets qui fâchent. Ces gens qui nous ont convaincus qu'on est pauvres, ils viennent ici pour prendre tout. Les Occidentaux qui nous disent qu'on est pauvres, là, ils viennent ici pour prendre nos ressources. Vous voyez un Occidental qui arrive ici, il est logé dans une villa de tel nombre de milliers de pays, il est ceci, il est cela. Chez lui, il est juste dans un petit studio. Pourtant, c'est nous qui sommes pauvres. Donc, vraiment, c'est relatif cette histoire. Il faut que les gens se réfléchissent pour voir comment vraiment changer le paradigme de... Oui, mais vous savez, quand nous élisons, ils doivent en principe nous sortir. Disent que oui, on est pauvre, on n'est pas 60-70% de l'extérieur. Est-ce qu'on s'en sortira? C'est ça aussi. Malheureusement, justement, on ne peut pas en sortir parce qu'à partir du moment où celui qui doit créer les conditions ou voir la vision nécessaire, innover pour pouvoir sortir, il pense que sans l'autre, parce qu'on est dans ce schéma, n'est-ce pas? On est dans ce schéma, il y a des présidents qui ont refusé. Je me rappelle Sankara quand il était arrivé, le Burkina, à l'époque c'était Haute-Volta. C'était un pays que personne ne considérait. Quand il a compris que bon, la première ressource c'est d'abord le potentiel humain, n'est-ce pas?
Mais il fallait carrément transformer les mentalités, amener les gens à comprendre que personne ne viendra développer chez eux. Aujourd'hui, nous sommes dans un schéma où les gens pensent que sans ces gens-là, on va mourir. Avec cette fameuse expression, aidez-nous à vous passer de l'aide. Bien évidemment, et même l'aide là dont on parle, ça vaut quoi? Je pose la question, ça vaut quoi? Concrètement, ça change quoi dans le quotidien déjà? Chaque année, l'aide publique au développement, ça fait tel montant. Ça sert à quoi? Ça change quoi dans le quotidien du Niger? Absolument rien du tout. On dit dans tel secteur on a injecté, dans tel secteur on a injecté. Une bonne partie est partie dans des poches privées. Les populations pour qui c'est destiné là, les populations ils ne voient rien du tout. Alors, les politiques publiques qu'ils nous imposent, notamment ne pas soutenir les paysans, tout à l'heure, Rwanda vient de soulever le l'année dernière, il y a une production abondante, n'est-ce pas? En tout cas, il y a beaucoup, comme on avait dit, des paysans qui ont produit. Moi, j'ai vu des reportages dans la zone de Gaïa, un peu partout, où les gens ont produit en quantité. Mais est-ce qu'il y a eu un encadrement pour que cette production-là ne soit pas bradée? Je ne pense pas. Pour que les paysans puissent tirer le maximum de profit de ce qu'ils ont produit. Ça n'a pas été le cas, parce qu'on dit qu'il ne faut pas soutenir les paysans. N'est-ce pas? On n'apporte pas d'appui. Il faut abandonner certains secteurs. C'est des secteurs, l'État ne doit pas intervenir dans le commerce. Voilà un peu la logique de ces gens-là. L'État doit être là pour être surveillant. Mais l'État ne surveille même absolument rien du tout. Non seulement. Il ne se surveille pas lui-même. Mais, alors, non seulement nos ressources naturelles, ils viennent, ils nous imposent leur prix. En faisant comprendre que non, ça ne vaut rien sur le marché international. Mais ils en ont toujours besoin. Pendant qu'ils disent que non, ça n'a pas, le prix a chuté, mais ils sont là, ils s'accrochent dessus. Mais quand quelque chose ne vaut rien sur le marché, pourquoi vous venez chercher? Laissez tomber. Mais quand nos dirigeants eux-mêmes sont d'accord à soutenir effectivement que ce qu'ils ont dit là, c'est vrai, ça vaut rien. Alors ça signifie quoi? Ils vont nous maintenir dans cette situation de dépendance permanente en étant accrochés à une aide qui ne vaut absolument rien du tout. On s'endette alors qu'on a quand même les ressources pour pouvoir s'en sortir. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle, on dit les deux mamelles de l'économie nigérienne, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Mais combien de c'est qu'on est en train de faire concrètement de solide pour booster ces deux secteurs? Les gens sont toujours là, il est. Tout à fait. N'est-ce pas? Quand on fait des programmes pour amener des tracteurs, c'est les mêmes gens qui ont les moyens. C'est eux qui vont aller acheter les tracteurs. Au lieu d'organiser les paysans en coopérative pour leur permettre de produire beaucoup, c'est-à-dire leur donner à crédit. Non, on a vu combien d'expériences. Ça servait à quoi? Ça est dans des fermes privées. Pour des gens qui peuvent aller acheter. Mais ils préfèrent que l'État achète. Et c'est les mêmes gens qui achètent ces tracteurs-là parce que c'est subventionné par l'État. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment peut-on développer? Comment peut-on? Parce qu'on dit que c'est deux secteurs. L'agriculture, l'élevage occupe autour de 80, 85%, 90% de la population nigérienne. Mais ils sont devenus de plus en plus forts parce qu'il y a aujourd'hui les aléas climatiques, les changements climatiques qui font que tout est aléatoire, n'est-ce pas? Et la consommation également. Alors, mais ça pose un problème. Combien d'États soutiennent parce qu'ils ont besoin d'argent frais que les dirigeants. N'est-ce pas? Ils ont besoin de cet argent-là pour pouvoir maintenir leur train de vie. Mais pas pour améliorer les conditions de vie des populations dans les villages. C'est pas dans le sens que vous voulez dire. Oui. Oui, en fait, j'ai parlé de la consommation. Pourquoi? C'est l'habitude. Avant, ce que nous mangeons, c'est nous qui les produisons. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte, c'est là où je suis d'accord avec toi, Tradam, où nous avons une pauvreté mentale et psychique. Aujourd'hui, de plus en plus, nous ne consommons plus ce que nous produisons. Même à l'état, jusqu'au ménage. Avant nous, quand on se réveille le matin, jusqu'à présent, même dans la ville de Niamey, il y a des cas comme ça. C'est le massa, le kekena qu'on va acheter pour manger. Mais aujourd'hui, les enfants vont vous amener ailleurs. Les enfants vont vous amener ailleurs où les produits sont travaillés dans les pâtisseries. Vous voyez? Donc déjà, il y a un problème en matière de consommation qui nous rend dépendants. Nous tendons à consommer de plus en plus ce que nous ne produisons pas. Voilà encore un autre problème. Maintenant, quand il avait parlé des tracteurs, c'est ça. Le politique, c'est qu'il devrait faire. Et c'est d'appuyer les producteurs à ne plus être là dans cette situation rudimentaire. Je les félicite, ces paysans qui produisent aujourd'hui et qui nourrissent toute la ville.
que jusqu'à présent, ils font ce travail-là à la main. Donc, c'est aider au moins les gens à se réaliser un peu, notamment en améliorant comment on appelle ça, leur système de travail maintenant pour qu'il soit allégé. Et l'écoulement de la matière aussi, c'est un autre problème. Avant-hier, mon enfant me dit de l'amener au moulin. Moi, tu m'as dit au moulin, j'ai pensé au moulin du Sahel. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va amener l'enfant au moulin du Sahel? Chez Moulin, c'est un restaurant maintenant. Mais écoutez, j'ai dit, mais. du moulin, oui. Vous vous rappelez, ce moulin-là, à l'époque, on faisait de la farine. Aujourd'hui, il n'y en a plus ça. Avec le blé qu'on aimait ailleurs. Vous voyez. Donc, notre habitude alimentaire, on nous a déshabitués de nos aliments. Et maintenant, il faut que nous achetons ce que nous ne produisons pas. Et c'est ça la pauvreté. C'est ça la pauvreté. En un mot, c'est ça la pauvreté parce que, d'abord, dans l'état d'esprit de quelqu'un riche, c'est quelqu'un qui d'abord doit dépenser aux mesures de ses moyens. Mais si des moyens que tu n'en as pas, il faut que tu ailles ailleurs acheter ça. Mais on peut résumer la pauvreté à ce seul mot, de la dépendance. Alors, du 22 au 3 juin dernier, un nouvel pacte financier mondial, initiative donc du président français Emmanuel Macron et ce sommet du gouvernement a eu lieu à Paris. Je propose de suivre un extrait du discours prononcé à cette occasion par le président de la République. Je disais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission, le président de la République a fait un lien causal entre la pauvreté et puis la démographie. Et ce n'est pas la première fois que le président de la République le fait. Il l'a fait ici une fois pour une conférence de cadre où il expliquait que les mariages précoces ou la non-scolarisation des jeunes filles en particulier, et puis le nombre d'enfants dans les couples sont entre autres des facteurs causaux prépondérants dans la persistance de la pauvreté dans nos pays et particulièrement dans notre pays. Je propose donc de suivre cet extrait du président de la République Bazoum Mohamed qui a essayé d'être un peu plus explicite ici dans son discours au cours de ce sommet. Dans mon pays, la démographie non maîtrisée est le facteur prépondérant alimentant la pauvreté sur lequel se greffent les autres crises migratoires, sécuritaires et environnementales notamment. En accédant à l'indépendance en 1960, le Niger comptait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, il en compte, vous l'avez dit, 26 millions. Avec le taux actuel de croissance, nous serons autour de 70 millions à l'horizon 2050, c'est-à-dire demain. Sans politique intelligente de gestion démographique, tous les efforts de développement et d'éradication de la pauvreté seront vains. Notre taux de croissance actuel reflète le fait que 77% des filles se marient avant leurs 18 ans et 28% se marient avant leur 15e anniversaire. L'unique levier que nous pouvons actionner pour faire face à cette situation est celui de l'éducation et de la formation des jeunes, des filles en particulier, qui permet de contrôler la démographie, de créer des emplois et de faire bénéficier du dividende démographique au passage. École, en réalité, nous sommes dans une société qu'on appelle anthropologiquement des sociétés. C'est-à-dire que c'est des sociétés qui sont tournées vers l'exploitation.
quand les États dits riches se sont rendus compte que nous sommes arrivés à un niveau d'endettement où on ne peut plus payer, ils ont dit, bon, maintenant, pays pauvres très endettés, arriver à un point d'achèvement, voilà, on vous fait des ristournes PPTE. Ces ristournes PPTE doivent être consacrées à l'éducation, à la santé et à l'hydraulique en priorité. Donc, en réalité, c'est un état d'esprit. Moi, je pense que le sous-développement même, dans son fond, c'est d'abord un problème mental. Vous voyez, il y a 40 ans, la Chine était plus pauvre, aussi pauvre que nous. Il y a 70 ans, la Corée du Sud était aussi pauvre que nous. Il y a 40 ans, la Malaisie était aussi pauvre que nous. Mais c'est des gens qui ont eu des dirigeants visionnaires qui ont dit, écoutez, cette pauvreté, ce n'est pas une fatalité. Même le Bangladesh. Ils ont dit, ce n'est pas une fatalité. Il va falloir que nous produisions des richesses pour rattraper le taux d'accroissement de la population. Et c'est ce qui a donné aujourd'hui aux Chinois la possibilité d'être la deuxième puissance économique du monde. L'Inde est en train de suivre. Et vous voyez que dans nos pays, qu'est-ce qui se passe? C'est que même des concepts nous sont imposés de l'extérieur. On dit, c'est vous êtes PPTE. Oui, oui. Parce que vous êtes PPTE, voilà là où on va vous donner, dire d'injecter l'argent qu'on va vous donner. Et il ne faut pas perdre de vue, en réalité, moi j'ai compris un peu l'hypocrisie de nos États. Nos États ne veulent pas développer l'agriculture. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Pourquoi? Parce que, regardez, pendant que nous avons le fleuve, qui aurait pu nourrir toute la population, les États préfèrent l'importation de riz en Chine, en Taïwan et machin. Pourquoi? À cause des recettes. L'agriculture, à l'interne, ne produit pas des richesses que l'État serait susceptible, sur lesquelles l'État serait susceptible de poser des taxes. Vous avez vu? Ailleurs, d'ailleurs, l'État subventionne l'agriculture. Donc, moi, j'ai compris un peu l'hypocrisie des États. C'est que nos États, en tout cas, surtout les États francophones, préfèrent l'importation des produits vivriers que de les produire sur le terrain, parce que tout simplement, l'importation engendre beaucoup de recettes et ces recettes-là permettent à l'État d'assumer ses fonctions régaliennes. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est le constat que je fais. Maintenant, il faudrait que, si concrètement, Bazoum veut peut-être diminuer le taux d'accroissement de la population, il va falloir d'abord bien gérer l'État. Moi, je me dis, c'est d'abord la mal distribution des richesses, la mauvaise distribution des richesses, qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont pauvres. Ah oui, parce que quand on voit le gap entre le Nigérien le plus pauvre et le Nigérien le plus riche... C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est abyssal. Oui, donc moi je me dis qu'il faut d'abord mettre l'accent sur la bonne gouvernance. Si l'État est bien géré, vous allez voir. Quand les gens seront peut-être beaucoup plus à l'aise, peut-être qu'ils ne feront pas beaucoup d'enfants. Mais si les gens se rendent compte qu'ils n'ont rien à faire que ça, la nuit, ben écoute, ils vont multiplier les enfants de manière exponentielle. Donc il y a nécessairement une relation entre la démographie, pas entre la démographie et la pauvreté, mais entre la démographie et le niveau peut-être d'instruction, ou le niveau de richesse. Plus les gens sont riches, en tout cas moins ils feront peut-être d'enfants. Plus les gens sont riches, plus ils vont considérer qu'il faut garantir l'avenir de ces enfants-là qui sont déjà nés. Moi, de mon point de vue, c'est comme ça que les choses. Mais si maintenant vous vous dites que non, quel que soit ce qu'on va m'engager comme politique, comment on appelle la planification, à cause de la démographie, on ne peut jamais atteindre. Moi, je me dis que dans ces conditions-là, moi, autant laisser tomber. Et vous voyez que même la... Et on est combien là? Oui. 6 millions. Non, et puis 26 millions. Moi, j'ai vu... J'ai vu des démographes qui ont dit... J'ai vu des démographes suisses qui ont dit que c'est un faux problème en Afrique, dire que l'Afrique est surpeuplée, c'est faux. C'est absolument faux. Quand on tient compte des potentialités agricoles de l'Afrique, quand on tient compte de la population... Et ailleurs, même en Afrique, c'est la population d'une ville. Oui, bon, et puis maître, moi je pense qu'il faut nuancer. Moi je ne pense pas que la campagne nous nourrisse. Non, maître, moi je pense qu'il faut nuancer. La campagne n'est pas en train de nous nourrir. Je suis désolé, notre économie est extravertie. Le riz vient d'ailleurs. Le riz, qui est le principal aliment, n'est pas produit. Même le mil est importé. Un pays où même l'oignon vient du Ghana. Le mil est importé du Mali et du Nigeria. L'oignon. Actuellement, pourquoi l'oignon coûte cher? Parce que tout simplement, les deux axes là sont bloqués. Même les poivrons viennent d'ailleurs.
Donc nos paysans là, une fois qu'ils ont fini la saison des pluies, La tomate vient de l'extérieur. Il n'y a que l'oignon qui est... Moi je me dis en tout cas il faudrait véritablement au travail que l'on change de mentalité. Moi je ne pense pas qu'on soit trop nombreux par rapport à la superficie, mais il faudrait que le chef de l'État, qui lui il a la responsabilité de donner le top, qu'il se rende compte que c'est en prenant telle ou telle direction que nous pouvons éviter, en tout cas développer, exploiter fondamentalement nos richesses. Et d'ailleurs il a eu le courage de dire dans le même discours aux Occidentaux que ne comptez pas sur nous pour que nous abandonnions les énergies fossiles. Parce qu'il sait qu'on a du pétrole et on a des potentialités. On ne va pas abandonner le pétrole simplement parce que la France a décidé d'aller... Et d'ailleurs, la France n'a aucune intention de quitter le nucléaire. Ce qui fait que quand les gens viennent nous dire que l'uranium ne vaut rien, la France a 57 centrales nucléaires. Oui, bien sûr. Et il peut fonctionner avec quoi? Il y a toujours des morateurs qui comment vont quelqu'un qui fait fonctionner 57 centrales, dont 70% de l'électricité est produite par l'uranium, va nous dire que non, l'uranium ne vaut rien. Et nous reprenons ce discours-là, béatement, oui, l'uranium sur le marché international, c'est rien. Parce que les Français l'ont dit. Les Français l'ont dit, pourquoi ils viennent exploiter pourquoi ils ont spéculé avec notre uranium pour trouver de l'argent? Non, moi je pense que c'est des discours qu'il ne faut pas reprendre. La responsabilité première aujourd'hui du président de la République, c'est de se dire qu'il a la responsabilité de faire avancer le pays. Ce n'est pas en tenant des discours reproduits ailleurs que l'on peut développer ce pays-là. Il faut prendre des décisions courageuses. On peut décider que vraiment, au bord du fleuve, sur tel ou tel nombre de kilomètres, il n'y aura plus de construction. Donc une réforme agraire qui fera qu'on peut exploiter. Et d'ailleurs, beaucoup de maisons qui sont autour du fleuve là vont disparaître. Maintenant, partout où il y a de l'eau, il faudrait payer les alentours du fleuve et surtout de construire. Oui, il faut obliger les gens, à produire partout où il y a de l'eau. Il faut obliger. Oui, moi je pense. Vous savez, quel que soit ce que vous pouvez dire de Tanja, il a fait un travail excellent avec les discours perpétuels. Il a emblavé. Oui, partout il y a de l'eau, il y a des... Moi actuellement, là où ils nous ont donné comme la cité des anciens chercheurs là, en fait c'était un endroit où il a quand même récupéré la terre. Et aujourd'hui quand il pleut, l'endroit, il y a une sorte de... La verdure est en train de reprendre. Mais malheureusement, nous allons construire là parce que c'est la cité des anciens. Donc, quel que soit ce qu'on va dire de lui, au moins il aura marqué l'histoire du pays avec 570 milliards en tout et pour tout. Sur 10 ans. Sur 10 ans. Où on se retrouve avec une dette de 5 milliards et on nous dit PPTE. Moi, je suis surpris. Alors, l'enquêteur, le journal L'Enquêteur, le quotidien L'Enquêteur, dans sa parution du 26 juin, a titré Macron, c'est comme ça que le journal a appelé le sommet sur le pacte financier mondial. Donc, sommet Macron, le PR sur la démographie et la pauvreté au Niger, l'erreur du jugement de Bazoum Mohamed. Sur la démographie et la pauvreté au Niger, l'erreur du jugement de Bazoum Mohamed. Et puis l'autre, un autre quotidien, un tout nouveau, qui s'appelle Le Renouveau, dans sa parution du 26 juin, a titré « Nouveau pacte financier mondial, Bazoum Mohamed se pose en David contre Goliath ». Nouveau pacte financier mondial, Bazoum Mohamed se pose en David contre Goliath. Alors, mais là, il y a quand même un souci, parce que je me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Quand vous développez toute cette argumentation, toute cette approche, alors qu'on vient d'entendre le président de la République, qui est quand même le président de la République, c'est lui qui a entre les mains la gestion de l'État, la destinée de ces 26 millions de Nigériens, pense mordicus que sans arrêter ce rythme effréné, entre guillemets, selon lui, de la démographie, tous les efforts de développement seront vains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, il y a quand même un souci. Parce qu'on a l'impression que le président de la République, il en est convaincu, il en parle tout le temps. Il a beau être convaincu, en français on dit que l'oisiveté est la mère de vice. Quand, comme tu l'as si bien dit, même si ça fait rire, quand les gens sont oisifs dans les villages, ils n'ont rien à faire à partir de 19h,
ils ne vont que chez leurs femmes. Et c'est humain. Mais quelque part, si vous avez des braves valets qui ont un emploi, qui ont du boulot, que ce soit champêtre, intellectuel ou même manuel, ils sont beaucoup plus enclins à la production qu'à s'occuper des femmes. Donc c'est une pyramide qu'il faut inverser plutôt. Il faut donner, il faut développer énormément les travaux, aussi bien les HIMO, ce que vous appelez les HIMO, autant que système. Donc vous développez beaucoup de travaux. En ce moment, les gens seront occupés. Quand l'agriculture et l'élevage seront vraiment des mamelles véritables de ce pays, les gens seront investis dans l'agriculture. Vous allez voir que les gens feront attention à les statistiques vont s'inverser par rapport à cette démographie qu'on dit qu'elle porte. Quand bien même elle n'est pas réellement, en tout cas quand vous comparez à beaucoup de pays, le Niger, prenez la France. Nous faisons 2 fois et demi la France. Territorialement. En termes de superficie. En termes de superficie. Nous faisons 2 fois et demi la France. Cette petite France, elle a combien d'habitants? À peu près 100 millions d'habitants. Oui, presque. En tout cas, plus de 80 millions. Plus de 90 millions, je crois, si mes infos sont bonnes. Oui. Le Niger, qui vaut 2 fois et demi la France, a à peu près moins du tiers. Donc ça veut dire et pourtant, nous avons des terres plus riches, plus productives, et un sous-sol beaucoup plus riche que celui de la France. Et pourtant, cette France... Et une population plus jeune. Et une population plus jeune. Donc, et aujourd'hui, quand vous dépassez 3 enfants en France, vous êtes même médaillé. Donc, les gens cherchent à booster les naissances. Et nous, ici, on dit non, que c'est... Donc, ça dit, comme l'a dit quelqu'un sur ce plateau, les Blancs nous ont compris, ils nous ont mis dans un carcan qui consiste à ne pas vraiment se développer, à nous enfermer dans ça. Et ils ont réussi à voir avec tous nos dirigeants, en tout cas la plupart des dirigeants, le Niger, on est à notre 11e président, mais la plupart ont suivi benoîtement ces consignes des barres de fond, des Occidentaux de manière générale, pour nous mettre dans un carcan, dans un moule qui consiste à dire non, vous avez trop d'enfants, il faut arrêter, c'est ça qui fait votre problème, il faut investir dans ça. Mais aujourd'hui, même si on dit on va imposer cette politique, comment vous allez l'imposer? Est-ce que nos villes, nos campagnes, nos villages, nos hameaux reçoivent les informations par rapport même aux contraceptions ou au système de freinage de naissance? Il n'y a pas. Parce que le tout, il faut apporter, d'accord, mais il faut apporter l'information à ces populations. Et l'information, quand vous les apportez, il faut l'apporter avec le sérieux, la solennité requise. On ne peut pas venir dire à un village, non, il faut arrêter de produire. Mais dans un pays où on sait la conception religieuse des gens. Donc c'est comme l'a dit Mouti, c'est pas des notions qu'il faut prendre in extenso pour en faire sien et dire bon, on va faire ça. C'est vrai que lui, le président de la République, il a à cœur ça, il a beaucoup d'informations que peut-être nous n'avons pas. Mais en tout cas, moi je pense que l'approche, le dire de cette manière, pose toujours problème. Parce que même ici, comme vous avez rappelé que lors d'une conférence de cadre, il a dit ça, mais ça fait un tollé. Absolument. Donc c'est toujours l'approche qui n'est pas bonne. Il peut dire des choses réelles, mais quand vous les dites mal, quand l'approche n'est pas bonne, les gens vont se révolter, c'est sûr. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous partez dans des quartiers comme Kouartegui, effectivement ça fait peur. Parce que quand vous voyez la masse des jeunes enfants qui ont entre 7 et 8 ans Et qui poussent. Et dont les parents n'ont aucune vision, aucune perspective d'avenir, et même donc ils n'ont aucune perspective, c'est un danger. Ça c'est évident. Mais est-ce que c'est pour autant, on va dire non que c'est une mauvaise chose? Non. C'est fait. Comment il faut faire pour jubiler? C'est ça le plus important à mon avis. Et là, c'est pas à nous ici sur le plateau, mais c'est le pouvoir public, eux qui ont choisi de diriger un pays, de le diriger. C'est à eux de trouver les solutions. Parce que là, ce qui est en train de... Moi, ce que j'ai vu pas plus tard qu'un mois, dans ces quartiers, mais c'est des quartiers d'abord insalubres, très pauvres, parce que la plupart du temps, c'est les handicapés qui sont là-bas, un peu les marginaux de la société qui sont là. Donc, c'est un quartier qu'on est en train de créer et qui va être une sorte de poudrière pour Niamey même.
Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, quand vous, de méfaits, les gens ils courent, ils se cachent là-bas. Et je vous assure que moi, quand j'ai vu ça la première fois, il y a de quoi s'inquiéter. Parce que quand vous avez 3000 jeunes qui n'ont pas 7 ans, mais c'est un problème. Et je ne suis pas sûr que les gens sont en train de faire en sorte que ce problème soit pris à bras le corps. Donc il faut, de manière générale, il dit des choses qui sont peut-être qui tiennent la route, mais il faut développer un mécanisme qui puisse permettre, dans un avenir très proche, qu'on puisse équilibrer ceux qui sont là et ceux qui vont venir là. Et ça, il faut le faire en apportant le développement dans ces zones. Le président a solution. Il dit c'est l'éducation et la formation à travers la formation des jeunes et des jeunes filles en particulier. Il n'a fait aucune allusion, par exemple, à une meilleure redistribution de la richesse, un développement plus efficient du monde rural, notamment l'agriculture, l'élevage et l'hydraulique, la chose. Non, il s'en est arrêté à ça, la formation des jeunes filles. Et peut-être c'est ça qui explique la formation. Moi, je me pose bien des problèmes. C'est bien beau de raconter formation des jeunes filles. Jusqu'à quelle hauteur, jusqu'à quel niveau, n'est-ce pas? On dit jusqu'à l'âge de 16 ans. 16 ans, 16, 17 ans, n'est-ce pas? Je ne sais pas, c'est combien on a ramené 16 ans. Oui, non, 16 ans, oui. Bon, en tout cas, c'est ça qui était en vogue jusqu'au dernier mandat de Issoufou. C'est une scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans. Jusqu'à l'âge de 16 ans. Bon, alors, à partir de 16 ans, là, si on évacue, on exclut du système. C'est pas chez ses parents, il va retourner. Ou bien c'est pas ça? Non, c'est au moins jusqu'à 16 ans. Non, on va surtout dans les zones campagne, où la personne a cherché 2 fois le privé, ça n'a pas marché, c'est fini, il n'y a pas d'école privée. Et même si elle n'a peut-être un côté, les parents n'ont pas l'argent pour pouvoir l'inscrire. Alors, ça pose un problème. C'est bien beau, mais ils vont lui trouver un mari, bien évidemment. On ne va pas la laisser comme ça, il va tomber dans la prostitution. Ils vont préférer lui trouver un mari. Voilà la problématique. C'est bien beau de venir dire il faut scolariser depuis. Mais il faut scolariser pour en faire quoi après? Même la formation professionnelle dont on parle. Il faut créer des débouchés. Parce qu'il y a des sociétés qu'on est en train de mettre en place pour que ces jeunes gens-là qui sortent des écoles de formation puissent être intégrés. C'est ça la problématique. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour qu'on puisse les aider à monter eux-mêmes leurs entreprises, des petites unités de production? Est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas, n'est-ce pas? En tout cas, moi, jusqu'ici, je n'en ai pas entendu des programmes comme ça d'insertion des jeunes et tout. On parle dans le discours, mais dans la pratique, il ne faut rien, absolument rien du tout, alors qu'on cesse de divertir les gens. Ce qui est en train de se passer, c'est bien beau de dire on va maintenir la fille à l'école jusqu'à tel âge. Mais il faut la maintenir jusqu'à ce qu'elle arrive à un certain niveau. Et pas seulement la jeune fille, y compris les garçons, n'est-ce pas? Dans tous les cas, cette problématique est liée, comment veut dire, le fait qu'on assiste à une procréation, comment dirais-je, un fort taux de natalité. Tous les pays au monde sont passés un peu par là. En France, j'ai lu un ouvrage, là, je ne sais pas si vous avez lu Alphonse Boudard, Le café du pauvre. Fin 19e, de Absolument. Le café du pauvre, c'est quoi? Ça veut dire, bon, à l'époque, c'était les bourgeois et comment ça s'appelle, les ouvriers, ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en bas, ils n'ont pas accès au café. C'est-à-dire aller dans les cafés, poser un brin avec des machins. Quand ils finissent de travailler, ils sont fatigués, ils se jettent sur leur femme. Et c'est ça le café du pauvre d'Alphonse Boudard. C'est-à-dire que tu n'as pas la possibilité d'aller dans un café, prendre un café, causer avec... passer le temps. Tu rentres chez toi tranquillement, toi aussi tu as ton café. Voilà un peu pour schématiser la situation telle que ça se produit. Alors quand on crée des conditions pour qu'au niveau des zones, des campagnes, parce que souvent j'entends des gens dire « Ah, les paysans, ils travaillent que pendant 3 mois. » Mais alors, ils veulent bien travailler après les 3 mois. Mais quand il n'y a pas l'accompagnement nécessaire, quand il n'y a pas de soutien nécessaire, on peut produire toute l'année. C'est bien beau de le dire. Mais ces gens ont besoin, parce que souvent la production pluviale ne permet même pas de tenir pendant... Les engrais sont inaccessibles. Les matériaux, comment dirais-je, ils n'ont pas les possibilités, les moyens de s'en offrir, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources. Et on sait comment ça se passe quand ça arrive. Alors quand on ne réfléchit pas à ces politiques, on vient simplement demander... Parfois même des trucs basiques, même les semences. Même les semences, l'engrais, tout ça. On dit on a amené à qui? On a donné comment?
C'est toute la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a organisé les paysans en coopérative et tout et tout? Est-ce qu'on a fait cette politique-là? Amener, voilà une zone où on dit aujourd'hui on est dans des concepts encore pôle agricole, pôle agro-industriel par-ci, par-là, sans savoir exactement qu'est-ce qu'il faut mettre comme contenu dans ces choses-là. Alors moi je suis convaincu d'une chose, on a beau créer les conditions parce qu'on dit on va créer des internats pour mettre les filles et les maintenir, mais elles vont sortir des internats, non? Elles vont devenir quoi? Elles vont retourner chez elles quand il n'y a pas d'emploi. Alors, elles vont trouver, nécessairement, les parents vont vouloir les donner en mariage, inévitablement. Parce que quand la personne n'arrive pas, surtout que c'est l'enseignement général. C'est l'enseignement général. Il faut aller jusqu'à, quand on arrive même jusqu'à l'université, c'est pour devenir quoi? Parce qu'il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de créneau. Alors qu'on cesse de vouloir, parce que les Blancs ont dit, vous êtes trop nombreux, il faut arrêter. Non. Nous sommes loin d'être trop nombreux. Moi, à mon sens, quand tu parcours ce pays-là, tu vas avoir des espaces, des étendues d'espaces sans culture, rien du tout. Mais il y a des familles, qui n'arrivent pas à cultiver leur champ. Tellement il est vaste, ils n'arrivent pas. Il y a des familles qui n'arrivent pas à finir leur champ. Il y a des parties des champs qui n'arrivent même pas à cultiver le long de l'année parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour ça. Ils n'ont pas suffisamment de preuves valides pour le faire. Alors, mais quand, au lieu de réfléchir à des choses, il faut réfléchir à d'abord comment faire pour amener ces paysans-là à disposer de plus de ressources, en tout cas de moyens de production, pour pouvoir produire en quantité et éviter de donner leur fille en mariage. Que de penser que non, on va les amener, mais quand on les amène, regarde tout ce qu'il y a aujourd'hui, même quand je prends un peu l'exemple, ce qu'on a à travers ce système qu'on a mis en place là, sur instruction des Occidentaux, la contractualisation. Aujourd'hui, on a combien rien que dans l'enseignement, quelque chose de 115 000. Parce que deuxièmement, on vous a dit il ne faut plus recruter, et puis vous êtes tombé dans le panneau, vous n'avez pas recruté, et aujourd'hui vous avez des difficultés, on va les changer, Mais le problème c'est que, avec quelle qualité d'enseignant? Toute la question est là. Moi je dis, le débat là, on est en train de vouloir le déplacer chaque fois, mais le débat est clair. La pauvreté, il faut combattre en créant les conditions, et c'est l'État. C'est d'abord l'État, les privés peuvent accompagner. Mais il faut que l'État donne l'exemple. On a créé Créma, on a créé ceci, cela. Ça a servi à qui? Ça a servi aux membres du système. C'est les membres du système en place qui engrais, parce que l'État subventionne et c'est eux qui ont accès à ça. Les tracteurs qu'on achète, c'est eux qui ont accès à ça, au lieu de mettre en place des coopératives et responsabiliser les villageois. Tant qu'on ne fait pas ça, moi j'ai dit, tout ça là, c'est du bricolage. Vous avez écouté le président de la République tout à l'heure. Vous en dites quoi? Oui. Oui, en fait, moi je pense que le problème n'est pas là où il l'a posé. Faire un rapprochement entre la pauvreté et le nombre de naissances, moi je dis que ça c'est un argument très facile. Pourquoi je dis c'est un argument très facile? Parce que d'abord, avant de faire le ratio en termes de l'espace et du nombre par tête d'habitants, je dirais d'abord que les naissances ont eu un coup de bouleversement. De la même manière que notre système social a eu un coup de bouleversement, c'est comme ça que notre maternité aussi a été bouleversée. Et tout à l'heure, Bunti disait que bon, les paysans, quand ils sont moins occupés, peut-être que ça ce qui peut rendre l'activité de la croissance plus active. Et bien avant, nos parents, on a vécu comme ça, c'était bien géré. On avait vraiment une maternité organisée. Les femmes, ils savent se gérer, les choses se font bien. Mais le bouleversement, c'était le social intermédiaire qui est arrivé. Aujourd'hui, les hommes ont d'autres activités en dehors des activités qu'elles exerçaient, soit par héritage ou bien par substitution. Donc, le fait que les paysans ne sont pas très occupés peut amener à faire des enfants, ce n'est pas ça. Il y a
cette organisation de la maternité qui a été bouleversée. Parce que dans le temps, nos parents ont vécu ça et elles géraient très bien la maternité. Nous sommes dans un contexte où il y a un social intermédiaire où aujourd'hui certains ont des moyens de multiplier des femmes. Vous comprenez? Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'est vrai, il n'y avait pas plein de polygamie comme maintenant. Donc maintenant, le bouleversement dans l'ancien temps, si pendant l'hivernage, le paysan avait travaillé la terre, après l'hivernage, il peut exercer une autre activité. Mais ces activités aujourd'hui ne sont plus rentables parce qu'elles ont été concurrencées. Avant, si nos cordonniers peuvent nous faire des chaussures, il n'y a pas. Donc, il faut nécessairement quelqu'un qui va faire des chaussures. Aujourd'hui, bon, nos cordonniers, même s'ils font des chaussures, les gens vont ailleurs, ils n'achètent pas. Donc, c'est comme si on a abandonné cette activité. Donc, il y a eu des activités intermédiaires qui ont véritablement bouleversé l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, c'est le système économique même qui est bouleversé. Parce que ceux qui, par essence, définis en tant que commerçants, c'est-à-dire qui font les actes de commerce à titre habituel, aujourd'hui, ce ne sont plus eux qui le font. Il y a une autre race. Il y a une autre race sous-jacente de commerçants aujourd'hui qui prend la part du lion, qui n'est plus l'autre, qui n'est plus l'ancienne commerçante traditionnelle. Commerçante, oui, qui fonctionnait selon tous les systèmes que nous connaissons. Aujourd'hui, ce sont les hommes politiques qui ont les marchés, qui ont en gros les marchés. Au Niger, il n'y a pas un pourvoyeur de l'économie comme l'État. Tout le monde gagne. Il faut tout ce que tu vas faire là, si tu vas vendre en quantité, en rentabilité, si ce n'est pas l'État, tu n'as pas de clients. Donc aujourd'hui, ce sont les politiciens qui se sont substitués à nos commerçants. Alors que nos commerçants, dans le temps, quand ils le font, ils produisent. Ce sont eux qui ont la capacité, quand tu prends 30 ans, 40 ans en arrière, qui ont la capacité d'amener 300, 400 ouvriers dans un champ pour cultiver, parce que c'est manière que ça s'est fait. Mais aujourd'hui, les commerçants qui gagnent les marchés et qui ont la possibilité de faire des grandes productions, ce ne sont pas eux qui ont les marchés, les grands marchés de l'État. Je ne vais pas citer des noms, vous savez, dans le temps, les grands commerçants qui traitaient avec l'État. Et quand vous partez dans le terrain, vous savez ce qu'ils produisent. En termes d'agriculture, ils produisent. Leurs moyens leur permettent de produire avec des grandes capacités. Mais aujourd'hui, ceux-là qui ont la plus grande part du marché public ne vont pas pour aller investir dans la terre. Il y a ce problème-là. Et maintenant, si on fait le ratio avec l'espace, rapidement, maître. est-ce que vous savez que c'est au Niger aujourd'hui seulement que tu peux aller quelque part sur notre territoire, tu vas trouver des espaces qui, depuis l'Antiquité, il n'y a personne qui a mis le pied dessus. Personne. Ce n'est pas habité. Aujourd'hui, avant, quand Koutié gouvernait, il parlait de la désertification. C'est le changement climatique. C'est maintenant qu'on se rend compte qu'il parlait du changement climatique d'une autre manière. Alors, maintenant, si nous avons une population qui est contrainte de rester dans le désert, mais il ne va pas avancer, mais on va produire. Parce que ce qu'on peut produire dans le désert, là, c'est même plus important que ce qu'on peut faire dans les zones agricoles, là où la pluie tombe. En fonction de l'eau souterraine dont lui, il vient de dire que le Niger, pas dans 30 ans, même dans 10 ans, il va être la rivière, la rivière. Oui, nous on avait découvert ça quand le permis de Yagadem a été exploité. Hachétange avait fait demander de reprendre les études. C'est quand on a repris les études qu'on a compris que dès que tu sors de 40 km de Zander, tu as l'eau. Et la nappe, si ce n'est pas la première, en tout cas elle n'est pas après la troisième nappe la plus importante au monde. Les Chinois ont découvert qu'il y a l'eau là. Et comme le traitement du pétrole a besoin de beaucoup d'eau, dans un premier temps, le consortium qui avait accepté de faire la raffinerie et de produire le pétrole voulait faire la raffinerie sur le lac de Guidemouni. C'est quand les Chinois ont accepté le principe de faire la raffinerie
Parce qu'à l'époque, Tanja disait, bon, on va faire une raffinerie, même si c'est 7000 barils, c'est ça notre consommation. On a fouillé de tous les catalogues au Oman, il n'y a pas une raffinerie de moins de 20 000, et on a fait les 20 000. Quand l'étude est sortie, on avait compris qu'il y a de l'eau. Donc il faut faire ça là, comme la région de Tante, là c'est encore un peu le centre du Niger. Donc partout le Niger c'est du pétrole. Donc les pipelines ils peuvent venir de partout. Le gisement de Toufales qui est ici là, il est important. Donc le ratio entre la pauvreté et le nombre de naissances, franchement, ça c'est un argument fallacieux, c'est un argument des homosexuels. Les gens là, eux oui, ils sont là en train de faire des démarches pour... Oui, et ils ne veulent pas être hétérogènes. Et ils ont des enfants. Si d'autres là n'ont pas fait des enfants, comment eux ils vont venir adopter des enfants? Franchement, des gens... Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est des Français qui disent que leur société est en train de disparaître. L'Europe est en train de disparaître. Et vous savez, aujourd'hui, l'Italie est en train de récupérer tous les migrants parce qu'ils n'ont pas des gens qui vont aller travailler dans leur chambre. De force, ils sont arrivés maintenant à récupérer les migrants pour les faire travailler. Donc, Abdraman, ça c'est un argument qui ne tient pas. On l'a compris. Le rapport entre la pauvreté et le nombre de naissances, là, non. On l'a compris. Du moins, ce qu'il faut faire, quel qu'en soit le nombre de la population, même si c'est une seule personne, il faut tenir beaucoup compte de son éducation, pas de ce qu'elle va manger ou va nourrir. Celui qui va venir en enquête sociale, là, il va passer dans les poubelles de Niamey ou bien dans les villes du Niger, là, il va voir qu'il y a du manger dans les poubelles chez nous. Ce n'est pas seulement là-bas, là, qu'en Europe. En tout cas, certaines poubelles, absolument, dans certaines. Tout à fait à Niamey. On n'a pas intérêt à trouver certaines poubelles, il y en a absolument. Alors, on va voir, on est coincé, on est serré par le temps. On va voir un peu quelques interventions de nos téléspectateurs ou auditeurs de Niamey et d'ailleurs, à l'intérieur du pays ou même à l'extérieur. Il y en a énormément. Et donc, on sera obligé de lire une partie et de laisser l'autre partie. C'est subjectif et arbitraire, oui, mais malheureusement, nous sommes obligés à cause du temps et du fait qu'on ne pourra pas malheureusement tout lire, évidemment. Alors, monsieur Ousseini Adamou, qui nous écrit lui, depuis Niamey, il dit ils ne peuvent pas réussir la lutte contre la pauvreté. Il parle de nos responsables politiques, en tout cas nos gouvernants. Ils ne peuvent pas réussir la lutte contre la pauvreté parce que ces personnes ne vivent qu'avec les chiffres des institutions internationales. Si tu vis dans un autre monde que tes concitoyens, c'est ces analyses à dormir debout qu'on soulève. Nous les pauvres aussi, on va proposer aux dirigeants véreux une autre analyse. On voudrait qu'à chaque fois que l'État prendra une dette au nom du peuple, nous, population nombreuse, voudrons qu'on partage l'argent à part égale avec nous. Puisque dans ce pays, chaque politicien veut nous faire croire qu'il est plus intelligent que les pauvres. Tout à fait. C'est compris ce qu'il dit. Assez, des propos assez... Oui, mais assez, oui. C'est terre à terre. Puisqu'on a pris le crédit sur le dos de la population, il faut que... Maintenant, comme il dit ici... Alors, un autre téléspectateur, donc M. Sani, nous écrit, il dit, en parlant de ces mêmes dirigeants, c'est pourtant ces mêmes dirigeants, lorsqu'ils étaient étudiants, tonnaient partout contre la bourgeoisie, Comprador, le néocolonialisme. Oui, le néocolonialisme, c'est eux qui sont aujourd'hui les premiers adorateurs des milliards, et pire, des milliards mal acquis. Il dit, c'est ça la pauvreté. Bon, il parle du Pendestarea, puisque c'est le parti qui dirige. Il dit le Pendestarea s'opporise l'esprit du peuple avec des discours inutiles. Tous nous sommes en gros que 26 millions d'habitants, avec une immense richesse dans le sous-sol, comparativement à certains pays d'Afrique. Il ne comprend pas. Oui, mais simplement parce que c'est mal exploité. Moi, je me dis, regardez, aujourd'hui, quelle est la part de la participation de l'or dans le budget national? Moi, je ne sais pas. Alors qu'on exploite l'or là depuis une vingtaine d'années, ou sinon plus. Quelle est la part? L'uranium même, on vous dit que ça ne vaut rien.
On dit que ça fait 5% des recettes. Quand la loi de finances, c'est très difficile de voir ces traces. Non, je n'ai pas vu. Donc, Bon, moi, le pétrole même. Le pétrole même. Le Pendant 3 ans. oui, on dit. Qui a vu quoi? On a fait quoi avec quoi? Avec cet état d'esprit-là, je ne pense pas qu'on puisse. Ils s'opposent même à ce qui est une investigation parlementaire pour savoir. Vous savez, alors, à partir de ce moment-là, venir dire que les gens, c'est parce que, non, c'est bien beau, c'est facile de dire, mais qu'on gère bien les ressources, qu'on fasse une répartition équitable, ça va marcher pour tout le monde. Mais qu'on fasse une minorité, qu'on sente l'essentiel entre ses mains, alors, où est-ce qu'on peut s'en sortir? Où est-ce qu'on peut, oui, absolument. Non, mais il faut faire très attention, parce que le discours que Bazoum tient, en arrière-fond, il faut faire extrêmement attention. Il faut aussi trouver les mécanismes pour, une fois que la population a atteint un certain niveau, il faut la ramener à des niveaux raisonnables. Et en ce moment-là, il y a des variables d'ajustement, telles que les épidémies contre lesquelles on réagit avec beaucoup de lenteur. Il y a les guerres qu'on provoque, oui. Il faut faire extrêmement attention. Parce que lui, il prend les concepts comme ça avec les Occidentaux, mais en arrière-fond, on sait ce que ces Occidentaux-là veulent dire. Il y a des variables d'ajustement de la population à partir d'un certain niveau. Et ces variables d'ajustement, c'est les épidémies. Regardez, des milliardaires comme Dangote et machin, qui quittent leur pays, celui-là, ils quittent les États pour venir parler de polio. Alors qu'on est presque pratiquement arrivé à Bill Gates. Et on a pratiquement éradiqué la polio dans nos pays. Pourquoi on ne parle pas du palu même? Pourquoi on ne parle pas du palu? Pourquoi on ne parle pas justement de la pauvreté? D'un côté, il est chez nous. S'il ne gagne rien là, ces camions ne seraient pas là. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Il ne nous fait pas de la charité. Moi, je suis désolé. Peut-être que Bill Gates, on ne fait pas, c'est pas quelle relation il y a entre lui et nous, mais d'un côté, c'est parce qu'il se fait de l'argent. Voilà. Ils ont donné 3 millions à Bazoum parce que, justement, eux aussi, ils sont en train d'exploiter notre pays. Il ne faut pas que les gens nous prennent pour des timbrés, on sait ce qui se passe. Mais il faut faire extrêmement attention au discours que Bazoum tient. Derrière la démographie et la pauvreté, il y a aussi des variables d'ajustement. Les variables d'ajustement, c'est les épidémies contre lesquelles il ne faut pas se lever tôt, c'est les guerres qu'il faut provoquer, etc. Ou le terrorisme qui ne finit jamais. Alors, monsieur Abou Ousmane qui nous écrit, la pauvreté au Niger, elle est structurelle et se traduit par la pauvreté intellectuelle et celle même de l'âme. Les mauvais choix dans les investissements, le manque d'efficacité et d'efficience dans la gestion de nos modestes ressources est aussi une forme de pauvreté. Sinon, comment quelqu'un peut détourner des produits destinés à la vente à prix modéré? Et on le laisse faire. On dit, ces produits-là sont destinés aux pauvres. Toi d'abord, tu occupes une position dominante. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu aggraves leur pauvreté en détournant ce qui leur est destiné. Je suis d'accord avec le gars, il dit que c'est une pauvreté. Non, on est... Avant, au Niger, quand nous étions internés et imbus de nos vraies cultures, là, à l'époque, quand on prépare, chez nous au village, là, quand on prépare, quand les macaronis là sont venus, quand on prépare la chichita chez toi, là, on dit ça de toi, tu es pauvre. C'est que tu n'as rien au grenier. Et on dit que chaque matin, il faut que tu pars pour mesurer. C'est une honte. Quand tu manges spaghetti là, chez toi, c'est une honte. C'est comme si tu n'as rien. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, mentalement, et on veut nous montrer que bon, quand tu vas même des invités, si ce n'est pas ça que tu prépares, là, psychologiquement, on nous a formaté pour être abrutis. Voilà. Alors, M. Megal Zouma, Nigérien tout court, il dit la pauvreté est quasi structurelle. Elle nécessite un engagement au combat de moyen et long terme. Elle n'est pas un défi insurmontable dans la mesure où beaucoup de pays antérieurement plus pauvres sont aujourd'hui des plus prospères. Le secret se trouve dans la qualité des hommes chargés d'identifier puis de mettre des programmes véritablement impactant sur les conditions de vie de nos populations. La politique politicienne a aliéné notre capacité à produire de l'intelligence stratégique. Donc nous sommes dans la routine, le surplacisme et le printemps des contre-valeurs. Je pense qu'il a résumé. Non, il a tout résumé. Oui. En réalité, tout le problème réside à ce niveau. Quand on dit la pauvreté va continuer, parce que imaginez que les dirigeants s'accrochent à l'aide publique au développement.
le partenaire ou le partenaire occidental qui est là chez toi, il te dit, ah, cette année, voilà le volume de l'aide. Et puis toi, tu es content. Pendant qu'il pille tes ressources. Et tu es d'accord, à cause de son aide là, tu acceptes qu'il dévalue tes richesses, tes produits, et il va te donner quelque chose, il va dire voilà. Et même quand il te donne, il dit voilà les conditionnalités, voilà dans quoi tu dois dépenser cet argent-là. Et tu es obligé d'accepter. Et dans ces conditions, à partir du moment où un dirigeant ou des dirigeants se mettent dans cette posture, ils peuvent faire quoi? Parce qu'ils ne réfléchissent pas eux-mêmes. Ils ne mettent pas en contribution ceux qui peuvent les aider à mettre en place des mécanismes internes propres pour pouvoir s'en sortir. Absolument. On est tout le temps en train de compter sur ici on n'a pas d'aide. On ne peut pas s'en passer. Si on doit continuer à penser que c'est grâce à l'aide qu'on peut faire quelque chose, on ne peut plus s'en passer. Et on est dans ce schéma-là ici au Niger. Où les gens considèrent que ces gens-là, ils sont là, c'est parce qu'ils nous aiment. Non, ils aiment d'abord, ils aiment nos ressources. Nous, c'est bon, c'est juste parce qu'ils ne peuvent pas ne pas composer aujourd'hui. Mais ils vont composer en créant les conditions pour gagner mieux que nous. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, malheureusement. Monsieur Maïnassara, qui nous écrit depuis Tillabéri, il dit le président Bazoum ne convaincra jamais les Nigériens avec ce problème de natalité. Au lieu de chercher les solutions, à chaque fois qu'il est interviewé sur la situation catastrophique du Niger, il parle de pauvreté et de natalité. Même en termes de SMIC, le Niger est dernier. Donc c'est vrai que j'ai vu ces derniers temps, il y a les SMIC d'une dizaine de pays, voire plus, qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et qui ont classé les pays de premier à 10e. Et le Niger, malheureusement, est dernier, est 10e de cette liste, avec un SMIC de 30 047 francs. Alors que le premier, c'est le Gabon, avec 150 000 francs. Ça, c'est même la face de l'iceberg. C'est le salaire seulement. La sécurité sociale, c'est quasi inexistant. C'est ça le plus important. Mais imaginez en plus, imaginez le coût de la nourriture chez nous. Parce que quand tu vas au Bénin, la nourriture, ça coûte relativement moins cher. Et c'est varié. Quand tu vas au Togo, c'est la même chose. Quand tu vas un peu partout dans les pays côtiers, là, tu peux manger à moins de coût. Ici, rien que la nourriture peut tout absorber. Parce que ça coûte cher, une bonne partie est importée de ce que nous consommons. Alors on ne produit même pas suffisamment, il faut forcément. Mais celui qui gagne 30 047 francs, il paye le loyer, il paye l'eau, il paye l'électricité. Il va payer l'eau, il va manger quoi? Et on lui demande de rester honnête. On lui dit pendant que les autres eux volent. Pendant que des gens sont là, à ne rien faire, on leur reste des centaines de Alors, monsieur Moustapha Nyandou, qui nous écrit depuis Niamey, il dit la pauvreté est un état d'esprit. C'est ce que beaucoup d'entre vous ont dit ici. Nous sommes convaincus que la solution viendra des aides, des financements extérieurs. C'est grave. Ces PTF, donc ces partenaires techniques et financiers, financent ce qui sert leur intérêt. Et ils citent violence basée sur le genre, protection de la jeune fille, protection des minorités, planification familiale, quota genre, malnutrition infantile, WASH, qui veut dire eau, hygiène et assainissement. Les clés pour sortir de la pauvreté pour sortir de la pauvreté est dans l'agriculture au sens large. Il nous faut valoriser nos produits, maïs, mil, sorgho, manioc, etc. et les consommer par patriotisme. Comment comprendre qu'un petit pays comme l'Ukraine nourrisse tout un continent comme l'Afrique avec du blé? Parce qu'il a fallu que nos chefs d'État se rendent là-bas pour dire que il faut permettre que les bateaux sortent des ports pour que l'Afrique se nourrisse. Et je ne sais pas si vous avez entendu la réponse de Poutine. Il dit sur les millions, 3 millions et quelques de tonnes qui sont sorties durant les 6 ou 4 derniers mois, seulement 1,3% de cette quantité-là est venue en Afrique. Tout le reste a été capté par les Occidentaux, Américains et Européens. Il dit, mais vous, si vous le savez, est-ce que vous le savez 1%. Non, et puis, je vous assure, moi, vous savez, j'ai causé avec des anciens de Vert Boboïla, avant que les Israéliens ne quittent suite à l'injonction de Turi. Ils ont commencé à produire du blé dans la région du Boboïla. Dans le Dalol, là. Oui. Produire. Ce qui fait que, donc, on n'est pas obligé d'aller en Ukraine.
Avec un peu de volonté, peut-être que cette région-là aurait pu permettre de produire suffisamment de blé pour toutes les boulangeries. Ça parle de la région du lac. La région du lac Tchad. Oui. Même Moulin du Niger, quand il parlait tout à l'heure, Oui. c'est ça, c'était le Au blé. Niger, partout, tu peux faire du blé. Du Ténéré jusqu'au sud, ici, là, tu peux faire du blé. Surtout dans la région d'Agadez, là-bas, tu peux faire du blé. On le fait ici. Et on l'a fait. On le faisait. Au Moulin du Sahel, on a de la farine. Et c'est un blé de bonne qualité. Bien sûr, il n'y a Moi, pas de c'est gamme. une Française qui m'a dit, quand elle est venue une fois, chaque fois qu'elle vient au Niger, elle achète quelques bières et elle emballe ça, même si c'est une bière. Elle amène ça, elle dit que c'est pour son anniversaire. On n'en fait plus de ça. Non, elles apprécient beaucoup la bière du Niger en fonction du blé. C'est le blé du Niger qui fait ça. Et même en termes de produits finis, quand tu fais du fankassou là, avec Le blé le local. c'est pas le blé local, c'est pas la même chose que du monde, parce que ça absorbe beaucoup d'huile. Tu ne sens pas l'huile qui peut te remonter par rapport aux autres farines que nous importons. Donc c'est un pays qui fait beaucoup de blé. On a un moment, nous, quand on était des enfants, on mangeait ça comme on préparait ça en soupe, comme on préparait du riz. Oui, le talia encore avec ça, avec du blé. Mais on a perdu cette habitude et finalement, personne ne produit. Et même le riz a beaucoup de localités en dehors de la zone du fleuve où on peut produire du riz au Niger. Donc, on nous a charcutés pour nous faire croire que tous nos produits là ne sont pas bons. C'est ceux qui vont venir. Le problème, c'est qu'on a l'air consentant en fait. En fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on a l'air consentant. C'est pas qu'on a l'air. On est consentant, malheureusement, c'est ça. Et on finit avec ce message de monsieur Magaji. On finit, il dit, c'est un faux problème, une démographie c'est un faux problème, une démographie importante et aussi synonyme d'un marché potentiel pour se développer. En Afrique, les richesses sont volées par une minorité au détriment de la majorité. Et l'autre problème, c'est qu'on ne travaille pas. Comparons-nous à des pays comme la Chine qui n'ont aucune ressource naturelle. En 1900 tout court, l'Afrique avait 140 millions d'habitants, dit-il. Et l'Europe en avait plus de 400 millions. Et c'est grâce à leur démographie et à leur poids démographique, qu'ils ont pu nous coloniser. Je précise, ces 140 millions, c'est toute l'Afrique réunie, presque la moitié du Nigeria aujourd'hui. La solution, c'est d'arrêter de piller les ressources de l'État et de les orienter dans les secteurs socio-économiques de développement et faire travailler les Nigériens. En ce moment-là, Bazoum verra les résultats. Je suis d'accord avec lui. Dans une population, Maître Laurent, qui peut sortir de la tête d'une seule personne là, puis rentabiliser et puis prendre tout le monde en charge. Abraham, c'est vrai ce qu'un des intervenants là a rappelé sur l'agriculture. Il faut que nous soyons fondés sur ça. Tout celui qui n'assure pas son autosuffisance, Regardez Bohari. il ne peut pas passer. Bohari a fait. Ça fait du mal aux importateurs, mais en tout cas, ça a fait. Ça a réglé le problème, en tout cas, important du problème du Nigeria, cette dépendance au riz. Au riz importé. Il a arrêté de milliards on perd dans ces importations-là. Absolument. Et vous voyez maintenant, d'ailleurs, comme c'est rentable, là, beaucoup de gens s'y mettent. Avant, il n'y avait que 2 ou 3 importateurs, mais aujourd'hui, vous avez au moins une dizaine. Voilà. Moi, je me dis que, sincèrement, nos rapports avec les Occidentaux ont toujours été des rapports biaisés. Il ne faut pas se mettre cette illusion. L'Occident n'a pas d'amis. L'Occident ne nous aidera jamais à sortir du sous-développement. Parce que l'Occident n'est justement pas venu chez nous pour nous aider à sortir du sous-développement. Nos relations ont été toujours des relations d'exploitation de richesses. Les premières théories que les Occidentaux ont développées, on dit non, on va aller conquérir ces nègres-là qui sont sur des richesses dont ils ignorent la valeur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé d'abord des, comment on appelle ça? Oui, les explorateurs, qui généralement sont des sociologues, des géographes et des anthropologues, pour étudier le terrain. Après, ils ont levé des cartographies. Après, on a envoyé les militaires. Les missionnaires. Les missions militaires. Après les missions militaires, maintenant les missions commerciales. Donc, depuis la colonisation, nous sommes dans ce rapport-là. Et ce rapport-là, comment on appelle ça? Se reformate en fonction des circonstances. On vous dit, vous faites trop d'enfants. Parce que vous faites trop d'enfants, les richesses, quelle que soit l'aide qu'on va vous apporter, ça ne va pas suffire.
Mais donc laissez-nous faire trop d'enfants, mais laissez-nous travailler. Ne venez pas voler nos richesses. Peut-être que si nous exploitons de manière rationnelle nos richesses, on n'en serait pas là. Moi je me dis qu'il faut peut-être que oui, je pense qu'une fois je vous ai parlé de ça, il faut peut-être même que le président de la République organise un séminaire sur le développement du Niger, avec les ministres, avec les opérateurs économiques, avec les acteurs politiques, avec les acteurs de la société civile, pour voir dans quel chemin nous allons suivre. Parce que pour le moment, on navigue à vue. On ne réfléchit pas, mais on est réfléchi. Donc tant que nous ne réfléchissons pas par nous-mêmes, je pense que nous ne pouvons pas. Comment un président de la République va prendre des concepts qui sont créés ailleurs pour venir vouloir les imposer à une population qui n'y comprend même rien? Non, moi je me dis... Mais quand vous dites qu'il faut que le président organise un séminaire et tout, mais il faut que le président accepte que, il fait fausse route. Il faut qu'il accepte qu'il fait fausse route. Oui, et quand on dit que les politiques de développement qu'on met en œuvre sont réussies à 80 ou 90% et que les objectifs sont atteints, on n'organisera pas un séminaire pour demander aux gens de venir réfléchir sur les stratégies de développement du pays. Je dirais qu'il a un programme. Il a un programme sur la base duquel il a été élu. En fait, c'est ça. Déjà, en fait, c'est ça. Mais ça donne quoi? Il faut d'abord accepter. Non, ça donne quoi? Oui. On n'a pas la simple tomate aujourd'hui. Merci. Alors, deuxième sous-thème de presse plus aujourd'hui, on va prendre juste quelques minutes pour ça aussi, puisque les minutes, on les a prises avant le début de cette émission, puisqu'on les a perdus. On était assez en retard. Je propose de suivre le résumé du deuxième sous-thème avec Mohamed Alpha, notre camarade de la rédaction de la télévision Bonferré. Eau et électricité. Nigélec et Sine se sont-elles passé le mot? La question mérite d'être posée tant il est vrai que ces deux denrées essentielles à la vie en ville, voire à la vie tout court, sont devenues rares du fait de leur indisponibilité chez les deux sociétés distributrices, à savoir la Nigélec pour l'électricité et la Sine pour l'eau. L'on a l'impression que ces deux sociétés, l'une publique et l'autre privée, ont pourtant le même dénominateur commun. La mauvaise gestion, les clients de ces deux sociétés ne sont pas contents. Ils vivent le calvaire ces dernières semaines à Niamey comme à l'intérieur du pays. Nigélec et Sine se sont-elles passé le mot pour punir les Nigériens? À suivre tout de suite le débat. Oui, des coupures, on ne dirait pas intempestives. Ces coupures sont pratiquement permanentes et régulières, c'est plus de la moitié de la journée. Dans les villes, dans les grandes villes, mais aussi même dans les villes intermédiaires, malheureusement, depuis quelques jours maintenant. Une première crise a déjà affecté sérieusement la vie de la population pendant un bon moment. Puis voilà, ce nouveau arrêt, en tout cas ce nouveau incident qui est en cours depuis le jour de la fête, depuis le 28 juillet. Malheureusement au CENI. Et il n'y a pas que l'électricité, il y a l'eau également qui s'est invitée dans la partie. Et on a l'impression que la Nigélec et la Sine, comme l'a dit notre confrère, notre camarade Mohamed, se sont passé le mot. Bon, on constate que c'est les deux éléments principaux de survie. En tout cas pour les pauvres quelque part, ceux qui sont un peu, je ne parle pas. Aujourd'hui l'électricité c'est une nécessité, n'est-ce pas? On était dans une situation de crise un peu plus tôt et voilà la veille de la fête, je crois on dit, il y a effondrement de combien de pylônes? 5 pylônes. C'est ça qui a provoqué la panne. Ils sont toujours là-dessus. On a commencé à connaître le délestage tournant comme ils disent, n'est-ce pas, avec les moyens de production locaux. On est toujours dedans parce que les délais qu'ils ont donnés pour finir les réparations, je pense que ne pourront pas finir ce travail-là, peut-être pas avant la semaine prochaine, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier aspect, il n'y a pas d'électricité. On doit faire avec, parce que tout simplement, on est dans un pays où il n'y a pas de prévoyance, on n'a jamais voulu faire les choses qui pouvaient nous mettre à l'abri définitivement par rapport à l'indépendance énergétique. On compte toujours sur le Nigeria. Ça fait combien d'années, de décennies qu'on est scotché au Nigeria par rapport. Et on constate bien que la production locale, malgré quoi qu'on dise, malgré les milliards qui ont été investis,
finalement, ça ne sert à rien. Tant que le Niger décroche, on n'est rien. On tombe dans, comment dire, dans le noir, on s'installe dans le noir. Mais maintenant, le plus choquant, on dit en plus aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, la SNE. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas d'eau. Et le problème avec la Chine, c'est que, moi je ne sais pas vous, mais moi je n'ai vu aucun communiqué. Non, ils ont fait un communiqué pour informer les gens. Voilà, c'est lié à la panne d'électricité, le problème de la Nigélec. J'ai vu un communiqué sur les réseaux sociaux où ils expliquent que c'est lié à ce qui se passe par rapport à l'électricité. Ça pose un problème de pompage. Mais j'ai dit ça pose un problème sérieux chez eux. Les deux sociétés sont des sociétés distinctes. Alors, à partir du moment où c'est des sociétés distinctes, ils doivent pouvoir se donner les moyens d'installer des groupes capables de continuer à travailler, même quand il y a coupure de Nigélec. Ça veut dire qu'ils n'ont rien investi. Ils continuent encore à travailler, à compter. Alors, ça, moi, j'ai dit, c'est de l'escroquerie. Ça n'a aucun sens. On a affaire à des consommateurs qui sont dociles, c'est tout. Que des gens se retrouvent pendant 48 heures, 72 heures, sans eau. Et qu'on fasse un communiqué laconique pour dire la Chine remercie ses clients pour leur meilleur, pour la, comment on appelle la formule là? Compréhension. Leur aimable compréhension. J'ai dit, mais c'est des foutaises. Vous privez quelqu'un d'eau pendant 3 jours et vous considérez que c'est indépendant de votre volonté. C'est dépendant de votre volonté à partir du moment où la Chine est une société autonome depuis 2000 n'est-ce pas, avec la privatisation, société d'exploitation des eaux. Pendant 20 ans, un peu plus de 20 ans, vous n'avez pas pu mettre en place des mécanismes de pompage. Vous êtes toujours scotché à l'électricité de la Nigélec. En sachant pertinemment qu'il y a à chaque fois, c'est pas la première fois et ça continue. Moi, j'ai dit, c'est une façon de se dire, bon, on a affaire à des Nigériens, on peut tout se permettre. N'est-ce pas? C'est ça un peu, moi, c'est ce que j'ai compris avec ces sociétés, c'est des sociétés, la Nigérienne est une société étatique. Aujourd'hui, Dieu seul sait ce que ça provoque comme dégâts chez les gens. Les appareils qui sont tombés, qui ont cramé, tout ça. Mais demain, quand vous allez vouloir réclamer, on va vous dire par où, comment. Alors, on te crée des dégâts parce que c'est par leur faute que tu as des dégâts, tes appareils sont grillés. Et tu n'as pas où aller te plaindre. Parce que si tu suis le chemin de la voie judiciaire, on va te traîner en longueur sans que tu puisses avoir, comment dirais-je, une satisfaction. Alors, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Et c'est ça quand j'entends les dirigeants dire, venez, investisseurs étrangers, venez au Niger, il y a à boire et à manger. Le taux de croissance de alors, ils vont venir investir dans quoi? Il n'y a pas d'électricité. Et l'eau même est aléatoire. Ça pose un sérieux problème. Avant vous, je propose de suivre ce Vox Populis, donc c'est citoyens qui s'expriment par rapport à ces interruptions d'électricité et d'eau dans Niamey, la capitale. Donc c'est des citoyens de la capitale Niamey. Au micro de notre camarade de la rédaction, Boubacar Amadou. C'est un élément de Boubacar Amadou de la rédaction de la télévision Boferré sur les coupures d'eau et d'électricité à Niamey. Certains citoyens de la capitale se sont exprimés à ce micro. Bon, ben. Oui. apparemment l'élément non plus ne vient pas. Oui, Tradam. Non, en fait, ouais, c'est pourquoi j'ai toujours maintenu que la concurrence, elle est toujours importante dans un secteur, dans n'importe quel secteur. Mais regardez, on dit, pour une fois au moins, la Nigélec peut être blanchie dans ça. Il y a une coupure de Nigélec, il n'y a pas d'eau. Mais est-ce que vous n'avez pas de boulangerie qui marchent? Est-ce que vous n'avez pas de stations de carburant, les stations d'essence, elles ne marchent pas? Les producteurs de lait, est-ce que ça ne marche pas? Les alimentations, est-ce que ça ne marche pas? Vous avez des vieux frais. Chacun s'est débrouillé, sachant que la Nigélec peut vous lâcher à tout moment. Chacun s'est débrouillé pour avoir son petit groupe ou son grand groupe. En tout cas, son moyen de production d'énergie. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui, sans faire de la publicité, vous avez les consommes, les lavons, tout dans les magasins. Vous avez les pains chauds que vous prenez, vous avez toutes les stations fonctionnent, vous avez de l'essence. Donc, c'est un faux problème que la SNE pose, et surtout que le problème de la SNE, il est beaucoup plus complexe. De la Chine, oui. C'est l'ancienne appellation. De la Chine, il est tellement complexe. Parce que regardez, eux, ils ne font que transporter l'eau. Ils ne font que distribuer. Vendre l'eau, comme on dit. Vendre l'eau.
Garoua comme... c'est vendre. Ils ne transportent même pas. Hein? Toutes les voilà. infrastructures, les installations sont voilà, par la semaine. L'État a fait. L'État a fait tout. On dit juste toi, tu fais couler l'eau pour amener... Sous le fond du lac. Voilà. Garantir une certaine qualité. Voilà, garantir une certaine qualité. Même ça, il y a le laboratoire qui est là. Oui, mais sauf que c'est eux qui sont responsables. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, l'État a mis tout en place. Et même ça, maintenant, aujourd'hui, on dit non, parce qu'il n'y a pas de pompage, il n'y a pas d'électricité. Il y a un problème. Et comme l'a dit Hussein tout à l'heure, c'est parce que, effectivement, au Niger, c'est tout passe quoi. Ailleurs, il ne peut pas faire ça. C'est au Veolia. Et ça, bon, je ne sais pas maintenant ce qui a pris. Avant, c'était en tout cas. Mais même maintenant, c'est toujours. Ils ne sont pas complètement partis. Il y a une réforme qui est en cours. Mais c'est parce que justement, ici, les consommateurs, les services des consommateurs, les associations de consommateurs ont démissionné. L'État lui-même a démissionné parce que l'État devait quand même, si la Nigélec, ça n'impacte pas l'État, d'une certaine manière, c'est responsable, mais l'eau là, c'est tout le monde qui est impacté. Peut-être même à la présence, je crois, s'ils n'ont pas des suppresseurs, c'est le même problème qui se pose. Puisque c'est les mêmes châteaux, il n'y a pas de substitution, mais sauf que dans certaines domiciles, on arrive à avoir des suppresseurs pour pouvoir booster un peu plus d'eau. Donc c'est le même problème. Donc c'est un problème de politique générale aujourd'hui. C'est un type de survie générale de la population, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. À moins que les gens veulent qu'on fasse recours au fleuve pour aller directement se servir. Mais sinon, ça... Mais si ça continue à ce rythme-là, évidemment, on risque de se retrouver dans cette situation. Et vous n'avez pas entendu ni au ministère de l'Hydraulique, ni le porte-parole du gouvernement se désoler de cette situation pour demander à la population. Et même elle, la société, comme on l'a dit, c'est un communiqué laconique sur les réseaux sociaux, comme si les réseaux sociaux sont devenus maintenant la voie officielle pour faire des communiqués. Ah non. Le problème est tellement sérieux qu'ils devaient convoquer les gens, les services, les associations de consommateurs. Les clients de la CNI ne sont pas que sur les réseaux sociaux. Voilà, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, les services. Mais c'est pourquoi, ici, avant, les consommateurs étaient très forts. Mais aujourd'hui, vous avez l'impression que les associations de consommateurs, elles n'existent même pas. Parce qu'elles doivent être informées, et même si vous voulez, associées, même au délestage là, qui est en train de se faire. Les associations de consommateurs ailleurs, elles sont associées, elles sont informées de voilà comment c'est en train de se faire, combien d'heures ça va se coûter et comment on va faire. Et elles veillent à ce que les quartiers, il y ait une équitabilité dans la distribution, même en cas de rupture. Mais aujourd'hui, ici, vous avez l'impression que sur les restes, disons, chacun fait ce qu'il a envie de faire et personne n'est là pour vous rappeler. Alors, l'État, il a démissionné, donc les gens, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est en ce sens qu'il faut interpeller. Même si on dirait que ce n'est pas forcément toujours le président, mais c'est lui le chef de tout le monde à la fin. Si ça ne va pas, si les gens ont démissionné, c'est à lui de recadrer les choses. Il faut que forcément, dans cette situation, heureusement que d'ailleurs la pluie a commencé à s'installer, il fait moins chaud, mais vous avez vu, la dernière fois on parlait ici sur ce plateau, des incidents qu'il y a eu dans des hôpitaux où je sais pas, c'est une ou deux personnes qui ont passé de vie à trépas parce que justement il n'y a pas en pleine opération il y a eu une coupure et l'oxygène n'a pas repris. Donc malheureusement la situation continue, elle n'est pas. Voilà. Et c'est passé comme lettre à la poste et puis ça a rappelé aussi, même si ça trouvait une solution à la morgue où les gens utilisaient l'eau, Piawata pour faire les toilettes mortuaires. Donc c'est vraiment un problème, mais ça ne meut, on a l'impression que les gens, je ne sais pas ce qui nous arrive, ça ne meut personne, tant que ça ne te touche pas. Quand ça te touche, non, quand ça te touche, au moins tu réagis pour dire que ça ne va pas. Mais en collectif, là, on n'arrive plus. Collectivement, les gens n'arrivent plus à réagir pour dire non, ça ne va pas. Mais sur les réseaux sociaux, comme on dit, on est enclin, on est chaud, on écrit, ceci, c'est là, ou devant les micros de télévision, ou sur les plateaux comme ça. Mais un pays, un État quand même, ça doit être très sérieux. Les gens doivent veiller à ce que l'intérêt général, là, il faut que les gens le maintiennent. On en a parlé, c'était la semaine passée, on a parlé sur les problèmes de l'énergie au Niger et c'est récurrent, ça revient encore. Et ça revient encore pour vraiment nous rendre compte de ce que le Nigeria ne peut plus être une solution. D'ailleurs, le Nigeria ne peut pas continuer éternellement à nous
ravitailler en électricité. Il faut que nous nous rendions compte que l'électricité là qu'ils nous donnent, eux-mêmes, ça ne leur suffit pas. Et malgré tout, ils sont en train de nous fournir ça. Moi, je suis en train d'envisager que, en tout cas, dans peu de temps, hein, ça risque d'être coupé. Il faut qu'on se rende compte et de se préparer. Oui, ils peuvent couper ça. Oui, mais écoute, là-bas, là, ils ont une pression. Ce qui a fait que le président du Nigeria là, a levé la subvention sur les hydrocarbures. Là. Mais aujourd'hui, c'est les Nigériens qui sont en train de bouder. Il y a certains, quand ils voyagent là, ils viennent au Niger. Ils se disent que mais, au Niger, tu as électricité always down. Mais ils vont apprendre en même temps que c'est le Nigeria qui donne l'électricité au Niger. Ils sont étonnés. Donc maintenant, il y a une pression aggravante des Nigériens lambda qui se rendent compte que cette électricité-là que nous sommes en train de consommer paisiblement là, et ça ne leur suffit pas. Des Nigériens, tu veux dire? Oui, des Nigériens, des Nigériens. citoyens lambda nigériens. Voilà. Oui, qui sont en train de dire que eux-mêmes ça ne leur suffit pas. Et nous, on va nous donner. Et nous profitons plus que eux. C'est vrai que c'est un peu structuré, c'est tout à fait normal parce que c'est un coût pour nous, nous payons. Donc, vraiment, il faut que nous cherchions des solutions de substitution à court terme. Parce que ça peut être coupé. Si maintenant on est en train de nous dire que c'est les pylônes qui tombent là, la prochaine fois, ils vont prendre leur électricité, ça c'est sûr. Deuxièmement, je pense que nous sommes en train de perdre de plus en plus l'efficacité de notre souveraineté du fait même du manque de cette électricité-là. Ce manque d'électricité qui s'accompagne en même temps de la rupture en eau. Dans un pays où tu peux faire 24 heures, 48 heures, 72 heures dans une ville, dans une capitale sans eau, mais ailleurs c'est très suffisant de chasser ceux qui sont au pouvoir. Manque d'eau 72 heures. Les gens n'ont pas d'eau à la pompe dans 72 heures. C'est vrai qu'il y a trop de laxisme. Et la société civile, notamment les associations de consommateurs qui prenaient à l'époque en charge ces questions-là, ils arrivaient à sauver les Nigériens. Mais cette fois-ci, c'est très grave parce que ils ont profité de cette déstructuration-là des organisations de la société civile. Il y a plus de synergie, il n'y a personne pour leur dire quoi que ce soit. Mais ils ont profité d'ailleurs, ils ont doublement profité parce que ce sont nos contributions en termes d'impôts et taxes qui ont permis de faire tout le financement des infrastructures jusqu'au traitement à la consommation de cette eau-là. C'est notre propre effort. Eux, ils sont là tout simplement en tant qu'Edilabi, mais ils n'arrivent même pas à prendre en charge les simples coupures d'électricité. Comme vous venez de le dire, les deux sociétés n'ont rien à voir. Donc, c'est parce qu'elles ne sont pas organisées. Ailleurs, on leur fait une procédure tout de suite. Le juge va leur condamner parce que dans le contrat, ils sont censés nous fournir l'eau régulièrement, 24 heures sur 24. Et de qualité. Oui, de façon permanente. Mais s'il y a une rupture qui est justifiée, et si les gens étaient organisés, mais ces gens-là, on les assigne, c'est comme ça, on les amène devant un juge et il va les taper fort pour que demain, ils prennent des dispositions vraiment à prendre en charge la continuité de la fourniture d'eau malgré les coupures d'électricité. Parce que s'il y a coupure d'électricité, nous, on n'a rien à voir. Mais enfin, Abdraman, je veux que tu viennes donner la parole. Oui, rapidement, parce que oui. Vraiment, la Nigélec là est tradable. Non seulement c'est quand il y a des délestages de coupures, c'est à ça là, à la fin du mois, tu vas voir, ils ont amené une structure sanée là. Moi je ne comprends rien. Le mois de mai, je paye plus de 114 000 francs. Plus de 114 000 francs au cabinet. Et le cabinet là, tu peux compter plus d'une semaine, 10 jours d'absence.
je paie 14 000. Combien de jours? Non, quand même. Ce que je vous dis, ce n'est pas moi seul qui le dis. J'ai donné à titre d'exemple. Mais vous interrogez les gens, vous allez constater, les gens vont vous dire que mais les factures viennent sans changement et très salées et en dépit des dégâts. Si aujourd'hui, quelqu'un a pu griller un appareil qu'il peut remplacer, mais pour une autre personne, une ampoule là, si c'est grillé chez quelqu'un là, c'est difficile dans les de 24 ou remplacer. 48 heures. Et quand tu fais la sommation de toutes les ampoules grillées compte tenu de ces coupures là, mais c'est une perte énorme pour les consommateurs. Absolument. Moi, c'est que vraiment qu'ils nous allègent au moins de nous payer des nuits tarifs. Absolument. Alors, on finit rapidement, docteur. Avec tout ce qu'on a vu, en fait, les problèmes sont les mêmes. On a l'impression que ce problème de mal-gouvernance ou de mauvaise gestion, c'est le dénominateur commun de toutes nos sociétés. Parce que quand on peut dire, et c'est à juste titre que les gens l'ont reproché, que la Chine ne peut pas venir évoquer les coupures d'électricité comme un prétexte, comme une raison des coupures à faire de la pénurie d'eau, parce que bon, la centrale de pompage s'est arrêtée parce que les machines sont arrêtées, parce qu'il n'y a pas d'électricité et tout. Moi je pense que c'est la même année que la Nigélec ne peut pas dire que, puisque les intempéries c'est chaque année, les vents et tout, que non, on attend qu'un ou deux pylônes s'effondrent pour venir dire que bon, oui, il y a coupure parce que les pylônes se sont effondrés, on ne peut rien faire, on ne peut pas prévoir, donc ce qui fait que bon, ça ne dépend pas de nous, c'est un mal récurrent, il faut prendre son mal en patience. On ne sait même pas quand est-ce qu'on peut régler le problème dans le temps. Moi je pense que ces arguments sont de même nature, ils ne sont pas toujours recevables chez les consommateurs, sauf si vous ne passez pas la même chose. Mais qu'est-ce que le consommateur a à voir? Vous savez, les gens se mettent à charger la société civile. Mais c'est d'abord le rôle régalien de l'État. Les gens disent qu'ils ont été élus. Mais c'est pour quand même le bonheur des citoyens. Et l'eau et l'électricité font partie, en tout cas, des matières auxquelles les citoyens ont droit. Vous voyez, dans les pays occidentaux qui sont censés nous servir de modèle, les gens prévoient même en 2050 comment ils vont s'approvisionner en électricité. Les États-Unis, la France dit désormais d'ailleurs, moi je trouve que là, la France se bat pour qu'on inscrive que l'uranium est une énergie verte et que voilà, elle compte sur cette énergie verte là, en tout cas pendant au moins les 2 ou 3 décennies à venir. Donc en réalité, c'est le rôle de l'État, c'est pas le rôle, c'est peut-être quand il y a défaillance de l'État que la société civile prend le relais. Mais là, l'État n'intervient même, il dit même rien. Le consommateur est laissé en pâture, il est jeté en pâture face à des sociétés rapaces qui n'ont d'autres soucis que de se faire de l'argent. Là, c'est la Chine, là. Je crois qu'en 20 ans, ils n'ont rien investi. Rien. Parce que normalement, à partir du moment où il y a une dissociation entre les deux sociétés, normalement, la Chine devrait débrancher son approvisionnement en électricité et créer et installer ses propres groupes. Elle n'a rien fait. Rien. Et chaque vendredi ou chaque 2 semaines, on rapatrie l'argent qu'on a eu en France. Donc, en réalité, ces gens-là, ils sont venus pour se faire de l'argent. Ils n'ont pas de siège. Ils ont un siège à un moment vers Yantala, là ils louent. Oui. Mais ils se retrouvent, ils sont dans un... Moi, j'appelle ça des kiosques, c'est des préfabriqués. C'est-à-dire, c'est les genres de maisons pour escrocs là. Le gars, le lendemain, il venait trouver qu'il a tout emporté la nuit. Il n'y a rien de sérieux dans ce truc. C'est parce que l'État s'est montré faible. Et l'État continue à se montrer faible. Ces gens-là, il faut évaluer les dégâts qu'ils nous ont causés pendant les 20 ans et soustraire cela, en tout cas, de la somme que l'État est censé leur remettre en cas de nationalisation. Quant à la Nigélec, là, je ne sais pas si vous êtes informés, voilà Tinubu a l'intention à partir du 1er juillet, donc le président du Nigeria, oui, et d'augmenter le tarif de l'électricité dans ce pays de 40 à 70%. Je ne sais pas si c'est entré en application, mais il a déjà informé la population. Il va augmenter le tarif de l'électricité entre 40 et 70%. Ce qui fait que nécessairement ça aura des répercussions sur l'électricité qui nous sera fournie. Donc il faut s'attendre à des factures beaucoup plus salées.
Moi, je me dis que la Nigélec a manqué de prévision. Parce que tout le monde sait que ces pylônes-là sont fatigués. Ils sont amortis. C'est des pylônes qui datent de 76. De 76 ans maintenant, je pense qu'il y a quand même la rouille qui est passée. La Nigélec devrait, à tout le moins, penser les renouveler si éventuellement on devrait continuer à recevoir l'électricité du Niger. Actuellement, il y a une société qui a un marché pour installer des pylônes, pour renforcer les pylônes de la route. Mais en cas de machin, la Nigélec peut louer ces gens-là pour qu'ils aillent... Parce que eux, leur spécialité, c'est l'érection des pylônes. Donc la Nigélec peut les louer, non? Elle a suffisamment d'argent. Mais ces gens-là sont là, ils sont... Parce que leur travail est lié aussi au travail de la Nigélec. Même s'ils installent les pylônes, il faut que l'énergie passe pour qu'ils sachent si les pylônes peuvent tenir ou pas. Mais ils sont là à poireauter pendant que la Nigélec n'a pas de personnel suffisant pour remettre sur 5 pylônes. S'il y a de très bonnes équipes, en 24 heures, on les replace. La Nigélec a parlé. À la main, ils font ça, la Nigélec. Ils ont le matériel. De 70 personnes environ qui ont été dépêchées, et qui travaillent nuit et jour. Non, mais ça dépendra maintenant de leur spécialité. Oui. Si les gens sont... Eux, ils ont le matériel. La société dont je parle là, elle a le matériel. C'est-à-dire que installer une pylône, ça ne prendra pas. Sans faire de la publicité. Non, je ne connais même pas là. Oui, c'est ça que j'ai dit. Il y a des gens qui vont parler, ils ont dit que ça, on peut dépasser ça dans des situations d'urgence. Les gens ont fait des propositions comme lui, il a fait, c'est pertinent. En fait, oui, là tout à où fait. les gens peuvent... Oui, une petite question avant de finir, je ne sais pas vous, vous êtes l'extérieur, parce que moi je cherche à... On a encore des difficultés à le déterminer. Je ne sais pas si... Et puis c'est pas de la concurrence, parce qu'il y a pas... En fait, quand le Nigélec parle des moyens de production locaux, donc elle fait allusion à Gorubanda, la centrale de Goudel et Istimar. En fait, ces moyens de production locaux, à Niamey notamment, ça fait combien de mégawatts? Ah, je ne sais pas, mais je crois qu'ils ont 3 centrales, non? Ça fait combien là? Ousseini, ça fait combien à peu près? Je n'ai aucune idée. La dernière fois j'entendais, je crois que c'était plus qui, un responsable de la Nigélec qui disait que c'est un peu au niveau, comment dire, la production qu'on importe du Nigeria, c'est autour de 40. En tout cas, une cinquantaine de mégawatts. Voilà. Ça on laisse une cinquantaine de mégawatts, 52. Ça va faire autour de... Ça fait combien? Disons combien? Entre Gorubanda, voilà. La centrale de Goudel et puis Istimar là. Non. Ça fait combien? La production locale là, elle est censée être ça fait combien? De 60%. Elle doit être normalement 60%. Mais dans la réalité, les 60% là n'existent pas. 60% ça fait combien? Parce que 60% ça veut dire quoi? 60% de notre... De la consommation? Oui. Non, on parle de Niamey ou bien de Niamey, de Niamey, des régions, de l'ensemble de la ligne, de la ligne Building Kaby, de toute la ligne, qui fournit les 3 régions. Dosso, Niamey, Tillabéri. Oui, ça fait, oui. 60% ça équivaut à combien de mégawatts? Non, la totale c'est 100 combien ils disent? Tout ça là, c'est des approximations. En fait, c'est ça. Mais Dieu seul sait c'est combien, Dieu sait. Si machine, Dieu ne fonctionne pas. C'est vrai, vous savez qu'il y a raison, parce qu'eux-mêmes dans le ça change. Mais pour notre information, toi, Abdraman, tu seras chargé de vraiment, parce que j'ai reçu un message d'un agent de la Nigélec, que ça fait 30 ans qu'il est là-bas, et que la dernière fois quand on a parlé de la Nigélec, on n'a pas donné les bonnes explications parce qu'on n'a pas les éléments pour expliquer les choses. Mais je lui ai dit, effectivement, mais expliquez-nous, informez-nous, monsieur de la Nigélec et tout, et il n'a donné aucune information par rapport à ça. Aujourd'hui, je suis sûr que si vous posez la question à un agent ou au responsable de la Nigélec, la production locale dont il parle, c'est combien exactement? Vous aurez des difficultés à... C'est une production aléatoire. C'est combien exactement? Non, c'est aléatoire. Parce que quand ils disent qu'ils prennent en charge 80 ou 70% des besoins, mais ça équivaut à combien? C'est ça, ça équivaut à combien? Nous sommes en train de dire. Mais c'est ça. Mais pourquoi tu n'as pas donné les... Mais c'est ça que j'ai dit. Je lui ai posé la question. Parce que maintenant, les consommateurs, ils sont en train de se prendre en charge. Les gens sont un peu découragés. De plus en plus, les gens cherchent d'autres solutions, soit le soleil ou bien les groupes
les gens sont en train de se prendre en charge. Je sais qu'il y a quelques années, je ne sais pas cette année ou entre l'année passée et cette année, je sais qu'il y a quelques années, en période de pic, ici, les régions du fleuve vont jusqu'à 150 ou 160 mégawatts. 170 même. Mégawatts de consommation en période de pic. Oui. Bon, maintenant, peut-être 70% de ça ou 80% de ça, je ne sais pas combien ça donne, en sachant que la ligne Burning-Kebila de 300, c'est une cinquantaine de kilowatts. Le tiers, quoi. Oui. Donc ça veut dire que les moyens de production locaux qu'on a ne font à peine font le tiers des besoins des consommateurs. Oui. C'est pas plus de 35, hein. Bon, là on est en train de spéculer. Mais ça que je dis, Ils nous ont pas beaucoup aidé. Ils nous ont pas beaucoup aidé parce que, bon, je ne sais pas si c'est... Comme Laurent l'a dit, on reboule ça. Il n'a qu'à mener ses investigations. Puisque de toute façon, c'est un sujet qui s'est installé dans le temps. La semaine prochaine, certainement, on va revenir encore avec beaucoup plus de précision. Mais maintenant, tu vas voir ici, au moins quelqu'un d'entre nous a eu au moins un chiffre, même si c'est peut-être la vérité, il a avancé là. Ils allaient réagir. Vous venez nous contredire, ils vont commencer à parler. Maintenant qu'on est de bonne foi là, qu'ils nous disent véritablement. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Mais le jour où quelqu'un va nous donner là, le jour, tu vas voir, c'est le directeur lui-même. Il a les chiffres même en tête. Il a ça. Tu vas voir, ils vont adresser un droit de réponse à la télévision. Peut-être. Alors, monsieur, on va finir, mais je vais dire ça parce qu'on a laissé les gens commencer à réagir. El Hadji Abdou Ango Aboubakar, il nous dit que Gorubanda fait 60 MW. Et je ne suis pas très sûr. 60 MW, Goudel 20 MW. Annexe, ce qu'il appelle annexe, c'est pas peut-être que c'est la francophonie, 12 MW. Et Malbaza 6 MW. Nigeria 40 MW. Malbaza, c'est cumulé avec 60 solaire. Malbaza 6 MW. Et Nigeria 40. Non, après les 60 là, il y a quel chiffre? 20. Goudel 20 MW, annexe 12 MW, Malbaza 6 MW. 8, 10, 11, ça fait 60. 13, ça fait 138. 138 MW. Il dit pour un besoin de 140 MW. Il y a que 2 seulement. Moins 2. Mais ça veut dire qu'en principe, si le Nigeria avec 40 MW n'est pas là, on a une centaine de mégawatts. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir plus de 2 heures ou 3 heures de mais après, ils ont dit que les 60 là, les 60 là de Bourgogne, c'est théorique. Oui. Voilà, parce que... oui, je crois que... C'est le 4... c'est ça. 4 sur 6. En tout cas, voilà les informations que... Hein? Ah oui, le coût que ça veut, c'est que ça demande là, ils n'osent même pas démarrer pour le mandat là. Moi, je ne sais pas si ça fonctionne. Merci. En tout cas, à 60 MW, j'en doute. Comment ça? Non, ça c'est pas Gourbanda, ça c'est la centrale nigérienne qui c'est ça avec le groupe. Là c'est foutu. Merci. Merci. Voilà, merci. Tout à fait. Merci, Maître Liroana Draman. Merci, Dr Amadou Bounti Diallo. Merci, Traoré Daouda. Merci à vous également, Sénissa. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous pour Presse Plus de cette semaine. Excellente suite des programmes sur la télévision Bonferré. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Moins de coupures. Oui.